Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Je me présente, Léo Rossel. J'aurai le plaisir ce soir d'animer donc cette table ronde du Vent se lève. En deux mots, le Vent se lève, qu'est-ce que c'est ? C'est un média d'opinion en ligne créé en 2016 avec l'idée donc de proposer un espace de débat, de réflexion, de discussion, plutôt à gauche. Concrètement, on propose chaque jour, en moyenne, un article ou un entretien sur de l'analyse politique sur l'actualité, sur la théorie, etc., que ce soit en France ou à l'étranger. On organise également des conférences comme celle-ci, grâce à vos dons. Donc si jamais vous avez la possibilité, n'hésitez pas à nous aider. Ça nous permet d'organiser ce type d'événement. On est 500 bénévoles, donc pareil, si vous avez des compétences ou tout simplement envie de rejoindre le projet, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin de l'événement pour nous proposer votre aide. On est par ailleurs très heureux d'organiser cet événement ici, à la Maison des Métallos, donc un lieu chargé d'histoire. Hélène Borde et Corentin Lahu qui sont ici pourraient encore mieux vous en parler que moi. Mais très rapidement, donc, comme vous pouvez le deviner avec cette verrière, la Maison des Métallos était à l'origine une manufacture qui, pour la petite histoire, fabriquait des instruments de musique en cuivre. Et par la suite, ce qui est plus intéressant peut-être pour nous encore ici, au moment du Front populaire, c'est devenu le siège de l'Union fraternelle des métallurgistes de la CGT, alors même qu'à cette période, donc, la Fédération des métaux de la CGT était l'une des principales de la CGT. Il y en a eu il y a eu jusqu'à 800 000 adhérents dans cette fédération et qui a été pendant plus d'une vingtaine d'années, dirigée par un certain Ambroise Croizat que vous connaissez peut-être. Et donc, pourquoi j'en parle ? Justement parce que quand on regarde un petit peu le bilan d'Ambroise Croizat comme ministre du Travail, il était communiste et il était ministre du Travail à la Libération, donc avec que ce soit la sécurité sociale, les retraites, la médecine du travail ou encore les comités d'entreprise, quand on compare ce bilan avec ses successeurs jusqu'à Olivier Dussopt, et bien forcément, la comparaison fait un peu mal, c'est le cas de le dire. Et donc justement, on en vient un peu au sujet d'aujourd'hui, sur ce mal-travail, cette table ronde qui est intitulée « Mal-travail, le choix des élites ». Ça vous aura peut-être pas, ce sera peut-être pas passé inaperçu pour vous. Ça reprend un petit peu le titre d'un ouvrage qui vient de sortir aujourd'hui, « Mal-travail, le choix des élites », sous la plume de François Ruffin, qui se présente lui-même comme député et reporter, donc député LFI de la Somme depuis 2017. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et donc dans cet ouvrage, vous alertez sur la dégradation des conditions de travail en France, en particulier dans les 40 dernières années, et surtout vous montrez que c'est pas un hasard, mais c'est le résultat, le choix d'élites à la fois politiques et économiques, qui ont fait donc d'une certaine façon un pacte contre le travail. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également la chance d'avoir avec nous deux dirigeantes syndicales pour analyser donc ces enjeux et peut-être discuter aussi des bases d'un combat commun contre le mal-travail, à savoir donc Sophie Binet. Bonjour et merci également de votre présence. Vous êtes secrétaire générale de la CGT, et Isabelle Mercier. Bonsoir et merci également. Vous êtes secrétaire nationale de la CFDT, en charge des questions d'organisation, de vie et de santé au travail. Alors, à l'issue de cette table ronde, on aura, dans la mesure du possible aussi, un temps d'échange avec vous dans la salle. Pour ce faire, on va vous distribuer une feuille où vous pourrez écrire vos questions, ce qui permettra d'en prendre le plus possible. Et dans tous les cas, à la fin, à l'issue de la table ronde, on pourra aussi poursuivre ce débat de façon un peu plus informelle au bar des Métallos, juste à côté, donc à l'entrée de la salle. Et donc, une première question, peut-être pour vous, François Ruffin. Pourquoi le député reporter que vous êtes a jugé utile d'écrire ce livre ? En quoi cette double casquette aussi, à la fois de député et de reporter, apporte peut-être quelque chose de nouveau, en tout cas d'original par rapport à cette question du travail ? Et puis, de façon encore plus concrète, quel constat dresse-t-il ? D'accord. Merci à vous d'abord. D'abord, tous mes remerciements au Vent se lève pour l'invitation.
à la Maison de Métallo qui nous accueille, un grand merci. Un grand merci aux équipes bénévoles qui nous entourent. Vous savez, je dis toujours, s'il y a des chaises qui sont mises en place, c'est pas par la grâce de la Providence, c'est parce qu'il y a eu du travail, et bien souvent du travail de bénévoles derrière. Donc un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont fourni ce travail. Et je remercie aussi Sophie Binet et Isabelle Mercier. Je sais que c'est pas forcément évident pour des syndicalistes de discuter avec du politique. Maintenant, pour moi, c'est une fierté. Et si je réponds à ta question, c'est d'abord le mouvement des retraites de l'année dernière, qui est pour moi une alerte. C'est pas comme si j'avais rien entendu auparavant, mais quand je vais sur les ronds-points à Amiens, sur la zone industrielle, dans les manifestations pendant l'hiver dernier, j'entends du mal au travail, c'est-à-dire concrètement du mal de dos, mais des gens qui partent pour burn-out. J'entends du malaise, j'entends du mal-être au travail, et j'entends cette phrase qui revient constamment, on ne respire plus. On ne respire plus. C'est l'infirmière, la première personne que je vois pendant le mouvement des retraites. Il fait nuit, à l'entrée de l'autoroute, elle porte un chasuble, elle est de la CFDT Hôpital d'Amiens, elle est sous morphine parce qu'elle va pas bien, mais c'est pas pour ça qu'elle sort parce que l'hôpital ne va pas bien. Elle sort parce que quand elle soigne les gens, elle sort de la chambre à reculons pour pas prendre le temps de s'asseoir sur le lit à discuter 2 minutes avec une mamie. Et en fait, ça lui fait mal à son travail, et elle rentre en ayant mal à son corps, mais aussi mal à son esprit parce qu'elle fait mal son travail. Et ça, c'est quelque chose que on peut retrouver même dans les travailleurs de la logistique. Ils aiment bien faire leur travail. Quand on a un casque sur les oreilles et qu'on passe, à cause de ce casque, de 100 colis par jour à 350 colis, ça change quoi? Ça change qu'il n'y a plus de temps de respiration entre 2 actes. Et je dis, le travail, il passe de la brasse coulée. Pour moi, le travail, ça doit être de la brasse coulée. C'est-à-dire, on fait une tâche, on respire un coup. On fait une tâche, on respire un coup. La respiration, c'est un échange avec un collègue. Alors, t'as vu, l'OM a perdu hier. Enfin, c'est un truc comme ça, quoi. Mais qui met du liant, qui met de l'humain. C'est un échange, évidemment, avec un patient quand on est à l'hôpital. Et là, maintenant, on réduit le travail à un squelette. Lean management, ça veut dire le travail maigre. C'est amaigrir le travail, lean. Hein. Vous savez, on utilise des mots anglais parfois qui sont des formes d'euphémisme. Ça veut dire amaigrir le travail. Il n'en reste plus que l'os, c'est-à-dire la tâche. On passe de la brasse coulée à l'apnée. On fait un acte, on fait un acte, on fait un acte. On est en apnée, on respire plus. Et comme il n'en reste plus que le squelette, finalement, ça finit par peser, écraser le travail et peser sur les os. Très concrètement. Donc, j'en sors de là avec la conviction renforcée que les Français aiment leur travail, parce que ce qu'on me dit, c'est on ne vient plus au travail que pour le salaire. Quand on dit ça, ça veut dire que avant, on venait pour autre chose que pour le salaire. Et ce qui a disparu entre-temps, c'est le supplément d'âme, c'est le cœur à l'ouvrage, c'est la fierté du travail bien fait qui disparaît quand on écrase le travail et qu'on n'en garde plus que le squelette. Et donc j'en sors avec la conviction renforcée que les Français aiment leur travail, mais qu'ils n'aiment pas comment on leur fait faire leur travail. Je suis pas le seul à entendre ça, puisque ça remonte jusqu'aux oreilles du président de la République. Vous imaginez, comme ça, bon, qui est évidemment une forme de déviation en disant voilà, le problème c'est pas les 2 ans de plus, le problème c'est pas les 64 ans, c'est que les gens se sentent pas bien au travail, ce qui est une manœuvre politique, mais qui comporte sa part de vérité. Et d'ailleurs, à l'époque, il promet un nouveau pacte de la vie au travail. Je le dis, on y reviendra, mais pour moi, il y a un pacte, en effet, des élites, mais c'est contre le travail. Et ce qui me frappe, enfin, dans le mouvement sur les retraites, ce que j'entends, c'est dans les boîtes Procter & Gamble, Goodyear, où je vais, dans le vert, c'est la multiplication des gens qui se disent on part pour inaptitude. Et en fait, c'est là-dessus que je vais vouloir enquêter. Et mon enquête, puisque quand on est député, ça sert aussi à, quelque part, à enquêter. Je demande des comptes au ministère du Travail, puisqu'il n'y a pas de chiffres publics sur les inaptitudes. Et le ministère du Travail me dit 101 492, je ne sais plus exactement, mais enfin, j'ai retenu 100 000 dans ma tête. C'est énorme. 100 000 personnes qui s'inscrivent à Pôle emploi tous les ans parce qu'ils sont broyés physiquement ou psychiquement. Les 2 premières causes, c'est risques psychosociaux et troubles musculo-squelettiques. Donc, et 100 000 qui sortent. Et alors, il y a des secteurs, tout le médico-social est en craquage complet. Alors là où on voit la complicité du ministère du Travail, du ministre lui-même, c'est que dans la même lettre, ils me disent qu'il n'y a pas de hausse. Déjà, ils pourraient être stupéfaits qu'il y en ait 100 000, le plus grand plan social,
c'est comme si l'équivalent de ma ville d'Amiens était licencié tous les ans. C'est l'industrie automobile qui disparaît tous les ans pour des gens qui, derrière, vont avoir bien du mal à retrouver du travail. Bon, donc c'est gigantesque. Ils pourraient dire que c'est pas normal et qu'on va lutter contre ça. Il n'y a pas un mot là-dessus dans le courrier qu'ils m'adressent. Mais ils me disent pas de hausse, alors qu'entre 2012 et 2022, en 10 ans, ça a doublé. On est passé de 50 000 à 100 000. Et donc, il y a un déni du problème. Comment vous voulez qu'on affronte collectivement le mal-travail, qui a d'autres signes? Pour moi, les inaptitudes, c'en est la pointe la plus élevée, c'est le sommet. Mais la base, c'est l'anxiété, par exemple. En France, l'anxiété des salariés, 57% des salariés qui se disent en anxiété au travail. Et quand on regarde l'Allemagne, ils sont à 11%. Donc là, en revanche, tu vois, c'est au fond, je sais que si je reste sur le terrain, c'est le problème du reporter pour moi. S'il reste sur le terrain est désespérant. Oui, le terrain, c'est la résignation, c'est le découragement, c'est le c'est comme ça. Des gens qui pensent que, de toute façon, c'est une fatalité. C'est comme ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Donc il y a à côté de constats nécessaires avec le terrain, mais il y a la nécessité pour moi de sortir du terrain. Et c'est associer la terre du terrain avec le ciel des idées. Et là, le ciel des idées, j'ai de la chance, puisque je mène cette enquête, pour ainsi dire, au moment où il y a un bouquin qui s'appelle « Que sait-on du travail ?», coordonné par Bruno Palier, et qui finalement m'ouvre une colonne vertébrale intellectuelle, notamment sur le terrain des comparaisons internationales, et qui montre la spécificité de la France sur le mal-travail. Donc c'est pas, on y reviendra, il y a la question du libre-échange, mais il y a autre chose. Et enfin, je le dis dans les apports intellectuels, l'économiste du travail, Chris Innerel, m'apporte beaucoup. Quand, je parle de la comparaison internationale, mais comparaison dans le temps, quand elle montre que, par exemple, sur les triples contraintes physiques, parce qu'on pourrait penser que sur les 40 dernières années, le travail s'est allégé grâce à l'informatique, au numérique, à l'électronique, et ainsi de suite. Bon, il n'y a plus qu'à envoyer des mails et tout ça est facile. Ce qu'elle montre, c'est que sur les 3 contraintes physiques, c'est-à-dire se pencher régulièrement, marcher plus de 10 km, porter des charges lourdes, par exemple, on est passé de 12% des salariés à 36% des salariés qui éprouvent ça. Donc ça a triplé les contraintes physiques. Même, on est au-delà de 60% chez les ouvriers. Et de la même manière, sur les 3 contraintes psychiques, c'est-à-dire remplir ses tâches dans l'heure, devoir faire plusieurs tâches en même temps, on est passé de 6% à 35%. Donc c'est une explosion des contraintes, ce qui explique le sentiment qui donc là se vérifie scientifiquement. C'est important d'avoir une base scientifique et pas d'être non seulement dans la collection de témoignages qui montrent scientifiquement que le travail, en effet, on n'y respire plus, qui s'est alourdi, qui s'est endurci. Je veux terminer cette première réponse sur dire qu'il y a un chemin de progrès et que le chemin de progrès, on le lit dans l'ouvrage Que sait-on du travail, on va revenir sur les solutions. Mais quand un salarié, est écouté, mais ça ne suffit pas. Quand il est informé, évidemment, mais quand il peut influencer son travail, on voit que son bien-être au travail, il augmente considérablement. La clé de voûte dans les enquêtes de comparaison internationale, de comparaison avec ce qu'il peut faire, qui fait qu'un salarié peut accepter plusieurs transformations sur son poste de travail si jamais il a la possibilité d'influencer l'organisation du travail, comment il prend en charge son travail, comment il le met en œuvre, et c'est comme ça qu'il se rétablit sa fierté et son cœur à l'ouvrage. Donc il y a le constat, mais il y a une piste, la piste de progrès, elle est là. Merci beaucoup. Alors vous, Sophie Binet et Isabelle Mercier, en tant que responsable syndicale, est-ce que déjà vous partagez ce constat que vient de faire François Ruffin? Et puis plus largement, quels sont aussi les outils à disposition des syndicats pour renseigner ce phénomène? Sophie Binet. Bah oui, le constat, bien sûr. En fait, le problème, c'est le tournant qui a été introduit par le grand mouvement de financiarisation de l'économie qui est arrivé dans les années 80 avec Thatcher et Reagan. Ce tournant, en fait, il financiarise les entreprises et il financiarise le travail et il transforme le travail en marchandise en soumettant notre travail au quotidien à des objectifs chiffrés qui, in fine, en général, se résument à créer de la valeur pour l'actionnaire, avec une nouvelle phase de standardisation du travail. Il y a eu la standardisation, la taylorisation du travail ouvrier, et puis à partir des années 80, on a standardisé et taylorisé le travail intellectuel et le travail relationnel, avec des techniques de management importées, puisque cette révolution néolibérale, cette contre-révolution néolibérale, elle est arrivée des pays anglo-saxons, et donc des techniques de management importées des pays anglo-saxons.
où on a des techniques standards, et d'ailleurs on se retrouve avec des managers et des cadres dirigeants qui dirigent une usine automobile, et puis quelques années après vont diriger un hôpital, et puis quelques années après vont diriger une association d'aide à domicile, avec les mêmes méthodes de management, et en considérant qu'on doit organiser le travail de la même manière. Et donc cette rupture en fait qui se passe dans le milieu des années 80, pour revenir avec l'introduction et le lien avec le lieu, c'est une rupture avec les acquis du Conseil national de la résistance et les acquis plus globalement de la résistance, puisque en 1944, c'est l'Organisation internationale du travail qui, dans une première déclaration mondiale, dit « le travail n'est pas une marchandise ». Et dans le cadre du programme du Conseil national de la résistance, donc on sait quand même, globalement, je pense dans cette salle, tout le monde sait que on doit au Conseil national de la résistance et à Ambroise Croizat la mise en place de la sécurité sociale dans un pays ruiné. Mais ce qu'on sait moins, c'est que dans ce même programme du Conseil national de la résistance, il y avait l'enjeu central de reprendre le pouvoir sur l'économie. Pourquoi est-ce que le programme du Conseil national de la résistance il est fort ? Parce que le patronat avait collaboré et que le capital était à terre. Et donc c'est le monde du travail qui reprend le pouvoir. Le dernier président du Conseil national de la résistance, il s'appelait Louis Saillant et c'était le président de la CGT. Dans le Conseil national de la résistance, il y avait la CGT et la CFTC et il y avait toutes les forces politiques à part celles qui avaient collaboré. Et donc, l'enjeu, c'était de permettre aux travailleurs et aux travailleuses de reprendre la main sur l'organisation de l'économie. Et une des choses qui était prévue dans ce programme, c'était la création des comités d'entreprise et le fait que les salariés aient des droits sur les orientations stratégiques des entreprises et la gestion. Et en fait, finalement, ce qui a été le plus dur à gagner et à mettre en place, c'est pas la sécurité sociale, alors qu'il y a des enjeux en termes de partage des richesses énormes, hein, parce qu'on a socialisé une grosse partie de la part des richesses que nous créons avec notre travail, qui a échappé à la spéculation, donc il y avait un rapport de force important avec le capital. Mais ce qui a été le plus dur à gagner, c'est les comités d'entreprise. La mise en place des comités d'entreprise et les droits des travailleuses et des travailleurs à avoir leur mot à dire sur la gestion des entreprises, les orientations stratégiques et l'organisation du travail. Le patronat a bataillé pour empêcher l'adoption de cette loi, la limiter dans son contenu et s'est toujours battu là-dessus en considérant que le lien de subordination donnait les pleins pouvoirs au patron pour définir tout sur l'orientation de notre travail, la finalité de notre travail, l'organisation évidemment de notre travail, etc., etc., et que là-dessus, la démocratie, en fait, s'arrêtait aux portes de l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir des années 80 ? On financiarise le travail avec ce que nous appelons à la CGT le Wall Street Management, le management par les chiffres et à partir de la valeur créée par l'actionnaire. Et puis, on dépolitise ces questions de travail en faisant comme si la question du travail, elle était hors du débat politique, que le débat démocratique, les citoyens, les hommes et les femmes politiques n'avaient pas leur mot à dire sur ces questions-là. Ça se passe dans l'entreprise et donc c'est le patron qui décide. Et de fait, avec la réforme des retraites, nous, on n'a pas du tout été étonnés de ce qui est venu sur le devant de la scène, sur le mal-travail, le fait que 40% des salariés disent qu'ils et elles ne pourront pas tenir à la retraite, jusqu'à la retraite sur leur poste de travail, etc. C'est ce qu'on dit depuis des années, mais tout le monde s'en fiche. Et en fait, le problème, c'est que il y a une chape de plomb qui est organisée sur le travail, avec les questions de travail qui sont globalement en dehors des radars politiques, mais aussi en dehors des radars médiatiques. En gros, dans les médias, le seul moment où on parle des syndicats, c'est quand on organise, même pas quand on fait grève, parce que quand on fait grève, par exemple, dans les hôpitaux, dans les services publics, tout le monde s'en fiche. C'est quand on fait grève sur des secteurs qui vont avoir un impact, et donc, par exemple, dans le secteur des déchets, dans le secteur des transports ou quoi, bah là, comme ça, on peut essayer de mettre une mise en opposition entre les usagers et les salariés grévistes, et là, ça va intéresser BFM. Mais sinon, par contre, le quotidien de notre travail syndical, le quotidien de notre travail à chacune et chacun, on n'en parle jamais. À aucun moment, le travail est sorti des radars. Et c'est pas par hasard, c'est organisé pour laisser les pleins pouvoirs au patronat sur l'organisation, la finalité et le sens du travail. Et donc, quels outils, quels enjeux ? Évidemment, il faut reprendre le pouvoir là-dessus et dire, oui, il y a un lien de subordination, mais ce lien n'est pas absolu. Et l'entreprise, elle n'est pas en dehors du champ démocratique. Sachant que, en fait, cette question,
elle pose un problème démocratique fondamental. On sait que le tournant néolibéral des années 80 s'est accompagné de la globalisation, de la financiarisation de l'économie, et ça veut dire concrètement la prise de pouvoir des multinationales. On a aujourd'hui des multinationales qui sont plus puissantes que des États, dont le chiffre d'affaires est plus important que le PIB de plein d'États. Le problème, c'est que ces multinationales, elles sont contrôlées par personne, et qui décide, c'est le PDG, les actionnaires, mais les salariés ne sont ni associés aux orientations, les citoyens non plus. Et donc, on a un problème démocratique très profond, double, c'est que ceux qui dirigent le monde aujourd'hui ne sont plus ceux que nous élisons, qui ont des pouvoirs qui sont de plus en plus marginaux, mais parce qu'ils organisent eux-mêmes la perte de ces pouvoirs en les déléguant aux multinationales. Ils se font pas voler leur pouvoir, ils le lâchent volontairement, c'est ça qui est scandaleux. Et puis le deuxième problème démocratique, c'est que le travail qui occupe une place centrale dans nos vies, parce que c'est quand même un temps important dans nos vies, le travail, c'est notre identité sociale. Quand on se présente et quand on fait la connaissance de quelqu'un, la première ou la deuxième question qu'on pose, c'est quoi ton boulot? Donc c'est quand même notre identité, on est très attaché à notre travail, quel qu'il soit. Tous les travailleuses et travailleurs sont très attachés au contenu de leur travail, contrairement à ce que racontent certains qui peuvent avoir un discours très misérabiliste sur le travail, qu'on soit éboueur, concierge, femme de chambre ou chirurgien, tout le monde est attaché au contenu de son travail et souhaite bien travailler. Et donc le travail qui est si important pour nous, en fait, on n'a pas de cadre collectif pour en débattre, avoir notre mot à dire sur son orientation, et de plus en plus, c'est les pleins pouvoirs au patronat. Donc, c'est un enjeu démocratique central de reprendre la main sur notre travail à tous les niveaux, et aussi parce que dans ce contexte très jupitérien, on va dire, dans lequel on est en France, où les pouvoirs ont rarement été aussi concentrés dans les mains de quelques-uns par en haut, reprendre le pouvoir par notre travail, c'est reprendre le pouvoir par en bas. Et donc, si on réussit, nous, collectivement, à reprendre la main sur notre travail, on peut reprendre la main aussi sur la marche du monde et puis dire tout simplement que les milliardaires, les patrons, on n'en a pas besoin. On peut faire tourner la société sans eux. D'ailleurs, pendant le Covid, on l'a fait, et c'est comme ça qu'il faut prendre les choses, je pense, pour pouvoir relever la tête toutes et tous ensemble et pouvoir imposer le progrès social et le progrès environnemental. Merci beaucoup. À vous, Isabelle Mercier. Alors, d'abord, merci de ce débat. C'est vraiment un plaisir de participer à ce débat sur le travail, parce que c'est pas souvent qu'on est amené à parler du travail, organisations syndicales et partis politiques, et de croiser nos regards. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrivera aussi à faire changer les choses sur la question du travail, en confrontant nos regards, en confrontant nos visions. À CFDT, la question du travail, c'est vraiment quelque chose de central, et j'ai envie de dire dans l'ADN de la CFDT, qui a toujours été préoccupée par ces questions de travail, et en allant regarder la réalité du travail dans les entreprises et avec les militants et avec les salariés. On a fait un certain nombre d'enquêtes qui montrent effectivement, et la dernière en date, c'est l'enquête Parlons Travail, où on a eu 200 000 retours, qui montrent que les salariés sont attachés à leur travail, ça c'est la première chose, mais qu'effectivement ils voudraient avoir plus d'autonomie, plus de pouvoir, mettre plus de sens, et que la question des pénibilités au travail est un sujet sur lequel ils voudraient, ils aimeraient que les choses progressent. Le sujet, il arrive un peu sur le devant de la scène, j'ai envie de dire, grâce à la réforme des retraites. Alors, on a perdu les 64 ans, mais ce qu'on a gagné, c'est que, moi je dis pas le mal travail, je dis les mots du travail. Mais les salariés, ils ont enfin pu mettre des mots sur leurs mots MAUX. Et ça a été vraiment une reprise de pouvoir et un rebond et justement, du coup, pas une résignation, mais une détermination à vouloir parler de leur travail, à parler de ce qui se bouscule aujourd'hui et ce qui se bouleverse dans le monde du travail. Et il y a eu des organisations syndicales, les nôtres, qui ont vraiment incarné cette parole des salariés et qui ont pu porter et être les haut-parleurs finalement de tous ces mots du travail. Et ça, je trouve que c'est un élément déclencheur, et c'est pas anodin que ça arrive à cette période-là l'année dernière, après une phase quand même un peu compliquée qui est le Covid, qui nous a quand même tous perturbés et qui a mis à la fois les premières et deuxièmes lignes sur le devant de la scène, en montrant que c'était des salariés qui étaient mal payés, qui avaient des conditions de travail difficiles, qui avaient des rythmes de travail qui étaient pas respectueux, et qui avaient un travail qui bougeait sans être concerté, sans être associé à ces évolutions.
le Covid, ça a été aussi la mise en place brutale du télétravail avec du coup un équilibre de vie différent entre le travail et finalement le monde personnel, puisque le travail s'est invité chez nous, et la vie perso s'est aussi invitée dans le travail, et avec cette petite fracture en fait dans le monde de l'entreprise. Moi, je me souviens dans certaines industries de l'agroalimentaire, comment c'était compliqué pour les gens qui étaient soumis à la production et donc en présentiel et qui voyaient les cols bleus, les cols blancs qui allaient chez eux télétravailler et qui donc étaient pas soumis finalement à ce présentiel et qui étaient préservés des risques du Covid de l'époque. Donc ça a montré des tensions dans les entreprises et des risques de perte du collectif de travail qui parfois existait quand même de façon forte dans ces entreprises. Donc voilà, le Covid a mis ça en évidence. Puis ce que le Covid a permis de prouver, c'est que entre la fermeture, le confinement et l'ouverture de certaines entreprises pour le maintien de l'activité, il a fallu qu'en une nuit, en une soirée, les gens ils s'organisent tout seuls pour organiser leur travail en respectant les gestes barrières et en maintenant les activités. Et ils l'ont réussi, en fait. Et ils l'ont réussi tout seuls, sans un pouvoir hiérarchique qui descend du haut, qui va leur expliquer la vie, mais parce qu'ils sont partis de comment on travaille, comment on pourrait travailler mieux et comment on pourrait s'organiser. Et tout ça s'est fait finalement dans un travail collectif qui est parti du travail réel. Et puis aujourd'hui, 2 ans après, on repart avec les dérives en fait du management en France, où on est vraiment sur un management pyramidal, où on se dit que parce qu'on a décrété quelque chose en haut, ça va s'appliquer en bas, et on prend pas la peine de s'appuyer sur la manière dont les gens travaillent pour pouvoir créer justement travailler sur ces questions d'organisation du travail en partant du travail réel. Puis le dernier élément Covid qui me semble-t-il est important aussi à soulever et qui est, je crois, un des éléments qui explique aussi cette énorme mobilisation sur la phase retraite, c'est qu'il y a eu les essentiels qui ont travaillé, parfois dans des conditions terribles, et puis il y a eu tous ceux qui ont été en chômage partiel, et du coup pour qui le travail n'était pas essentiel. Ce que je fais n'est pas essentiel puisque je suis en chômage partiel. Et demain on me dit qu'il faut que je retourne travailler, et puis comme il y a un pic d'activité, il faut que je travaille, mais encore plus qu'avant, avec une intensification supplémentaire, alors qu'il y a 3 mois, on me disait qu'il fallait que je reste chez moi parce que mon travail n'avait pas de sens. Et du coup, tout ça provoque des déclics. Et moi, ce que je trouve assez formidable dans la période qu'on est en train de vivre, c'est que justement, on aurait pu penser qu'il y avait une certaine résignation finalement face à ce travail à ces rythmes de travail, à ces organisations de travail qui s'intensifient et qui font perdre le sens. Et justement, la phase de retraite a montré que les gens avaient envie de se mettre debout, et ils ont trouvé dans les organisations syndicales des personnes qui pouvaient conduire justement ce revendicatif-là et porter leurs aspirations. Du coup, voilà, moi, le constat, évidemment, le constat des maux du travail d'aujourd'hui, on le partage complètement, dans le sens où on a un sujet d'intensification, on a un sujet de sens, on a un sujet de maladie professionnelle et effectivement d'accident du travail. Après, et on a un sujet autour des bouleversements du travail liés notamment aux transformations numériques, aux transformations écologiques, qui ne pourront se faire sans les salariés. Et ce qu'on essaye la négociation Pacte Vie au Travail a commencé depuis maintenant fin décembre. Et ce qu'on essaye, nous, de porter, c'est que la question de l'usure au travail, c'est pas tant la question de l'emploi des seniors, point barre, c'est la question de comment on fait en sorte que tout au long de la carrière, on fait de la prévention pour éviter que les gens soient usés à la fin de la carrière. Donc on a un véritable enjeu de prévention. Et puis on a un véritable enjeu, parce que la souffrance d'aujourd'hui qui est très forte, c'est autour des risques psychosociaux, c'est autour des burn-out qui sont pas reconnus comme des maladies pro, et qui font que il y a des souffrances psychologiques qui sont importantes et qui sont souvent liées à ces pratiques managériales et à l'organisation du travail qui est du domaine de l'employeur. Et là, les salariés, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est qu'on veut reprendre du pouvoir d'agir, on veut reprendre notre place dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on va organiser le travail à la place de l'employeur,
Mais c'est bien on a tous besoin d'entreprises et on a tous besoin de nos administrations. On n'a pas forcément les mêmes intérêts mais en tout cas, on a tous l'intérêt d'avoir du travail. Et du coup, se mettre autour de la table et se dire que les nouvelles formes d'organisation, c'est ensemble qu'on va les construire. Et je pense que ça, c'est un des leviers qui est important aujourd'hui de voir cette mobilisation. Enfin, nous, l'année dernière, on a eu 86 000 nouveaux adhérents, dont 22% de jeunes, ce qui fait 27 000 adhérents de moins de 35 ans. Chez nous, les jeunes, c'est moins de 35, ce qui est quand même énorme et ce qui montre quand même cette envie de reprendre justement cette capacité d'action. Merci. Alors je reviens vers vous, François Ruffin, parce que dans votre ouvrage, vous essayez de démontrer qu'il y aurait eu comme ça un pacte contre le travail conclu entre les élites économiques et politiques de notre pays. Mais est-ce qu'on ne peut pas plutôt penser que c'est un peu la faute des Français eux-mêmes, qui seraient des éternels râleurs, qui seraient en fait des feignants, ou qui seraient jamais contents de leur travail, ou pour reprendre une question lumineuse posée par Aurore Berger, mourir au travail, sérieusement, on en est encore là de la vision du monde du travail ? D'abord, pour répondre à Aurore Berger, si jamais c'est une nécessité ce soir, là, on n'est pas dans le râleur, c'est objectif. La France, elle est déjà médaille d'or ou médaille d'argent des accidents du travail en Europe. On n'a pas besoin de participer aux Jeux Olympiques. Mais sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, les morts au travail, les inaptitudes, l'anxiété, quand on a en comparaison internationale, on est des vrais champions. Donc, il y a des éléments objectifs. Maintenant, c'est vrai que j'œuvre dans mon livre, et je le dis à la suite de Que ce temps du travail, je veux rappeler des dettes, même si je fais qu'un travail politique à partir de ça. Mais à ne pas qu'on considère que ce mal-travail est une espèce de fatalité qui s'est posée sur la France, sur l'Europe, et c'est comme ça, quoi. Non, il y a eu des volontés politiques. Vous savez, évidemment, ils ont toujours une main qui caresse le travail, la valeur travail. C'est Gabriel Attal qui répète 40 fois dans son discours de politique générale, travail, 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 40 fois. Il l'adore. Mais cette main qui caresse est en vérité une main qui étrangle. Et elle étrangle pas par des grandes déclarations de guerre. Évidemment, ça se passe dans la discrétion, par exemple, de notre commission des affaires européennes cet après-midi, où on décide que non, on ne soutiendra pas une proposition du Parlement européen, de la Commission européenne, portée par un certain nombre d'États européens pour la protection de salariat sur les auto-entrepreneurs. Ça se passe discrètement, ça se passe doucement, ça se passe tendrement. Et ça, c'est un pacte contre le travail. Ce pacte contre le travail, quand on supprime les comités d'hygiène et de sécurité. Pacte de travail, quand on réinstaure le travail le dimanche. On est sur un pacte du travail permanent, discret. Mais c'est un pacte contre le travail qui dure, au fond, depuis 40 ans et qui se traduit par, sur le plan lexical, pour nos élites, pour nos dirigeants politiques et économiques, le travail n'est pas un atout, le travail est un coût. C'est un coût, donc il est à diminuer. Donc il faut l'écraser. Et en vérité, en écrasant le coût du travail, on écrase le travail et on écrase les travailleurs. Quand tu disais, Sophie, qu'à la Libération, on avait dit que le travail n'est pas une marchandise, dès qu'on parle du marché du travail, et que considère que juste il y a un marché qui s'organise naturellement dans une loi de l'offre et de la demande, et qu'il n'y a pas à planifier, il n'y a pas à organiser, il n'y a pas à encadrer, il n'y a pas à entraver, il n'y a pas à réguler ce marché, on pose le travail comme étant une marchandise. Comment ça se traduit depuis 40 ans, ce mal-travail, ce choix du mal-travail? Ça se traduit quand même, disons-nous un mot, sur le salaire. Quand même, les Français doivent vivre de leur travail, bien en vivre et pas en survivre. Le triplement de la part des dividendes dans la valeur ajoutée, mais les salaires n'ont pas suivi ça. Donc il y a quand même une question des salaires, indexation des salaires sur l'inflation. Enfin, il faut quand même le rappeler. Première chose, c'est les salaires. Mais sur le mal-travail, ce sont les délocalisations d'abord. Les délocalisations, c'est quoi? C'est aller chercher du mal-travail au loin, et y compris du travail des enfants si besoin. Et au fond, ce mal-travail au loin revient comme un boomerang en France, avec la sous-traitance,
qui n'est pas encadré. Vous voyez, quand Gabriel Attal dit les agents d'entretien des administrations, on va les faire travailler en journée, sauf que les agents d'entretien des administrations, il n'y en a presque plus, tout le monde est en sous-traitance, donc s'il n'y a pas d'encadrement de la sous-traitance, c'est cuit. J'ai rencontré des métallos, voilà, justement aujourd'hui j'ai rencontré des métallos, ils me disent toute la question, c'est la question de comment on fait pour que le donneur d'ordre n'écrase pas ses sous-traitants, pour qu'il y ait une responsabilité du donneur d'ordre à l'égard des sous-traitants. Donc la question de la sous-traitance est une question absolument centrale. Donc premier point, délocalisation. Deuxième point, sous-traitance. Troisième point, la transformation des métiers avec statut, avec revenus, en des bouts de boulot. Et là, on en vit une accélération sous Macron. Alors ça a été auparavant l'intérim, ça a été les CDD. Maintenant, la France est médaille d'argent en Europe derrière la Hongrie sur le nombre d'auto-entrepreneurs. Et en parallèle, on a un recul historique, jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Recul de la part des CDI dans le pays, ça recule de 5 points. C'est une transformation majeure du marché du travail. Donc transformation de métiers avec statut et revenus en des bouts de boulot. Et enfin, on en a parlé auparavant, c'est la question des cadences. C'est au fond, dans tout ça, le rapport au temps dans le capital. Le capital ne veut plus payer que du temps productif. Il refuse de payer du temps improductif. Déjà, l'intérim, c'était ça. Moi, quand j'ai commencé à être reporter, à Amiens, qu'on appelait des gens pour travailler dans la logistique, pour décharger des camions, on les faisait venir, on les payait la journée. Quel que soit le temps qu'on les utilise, il y avait le minimum, on les payait la journée. Ensuite, on s'est mis à les payer la demi-journée. Et maintenant, quand on les convoque, on les paye 1 heure. Donc, pour ne pas avoir à payer le temps improductif. Mais quand on va dans des usines genre Bigard, ils racontent comment il y a tout un combat de la direction pour ne pas payer le temps de déshabillage, de rhabillage, alors qu'il y a des habits particuliers à mettre, pour ne plus payer que le temps productif. Et encore, le patron il dit, je suis sympa parce que je pourrais ne vous payer que quand vous utilisez de quoi faire la découpe, et quand vous posez le truc, on vous payerait plus. C'est leur rêve. Et il faut voir que l'auto-entrepreneuriat Uber répond à cette aspiration-là, puisque on ne paye qu'à la tâche. Donc on ne paye pas le temps, donc on ne paye pas le temps improductif. Donc il y a un énorme combat sur ça. Et évidemment, ne pas considérer que ce mal-travail est une fatalité, parce qu'il faut bien voir que ce mal-travail rapporte. Il rapporte et il rapporte gros. Si on ne comprend pas que ça perdure depuis 40 ans, parce que ça rapporte à peu, mais ça leur rapporte beaucoup, on ne comprend pas. Quand les Échos sont presque stupéfaits en disant un nouveau pic de dividendes record cette année, et on a l'impression que les Échos ont envie de mettre plein de points d'exclamation à l'arrivée, tellement ils sont surpris eux-mêmes que l'an dernier on ait battu un record de dividendes et que cette année on a réussi à battre un nouveau record de dividendes. Je veux dire, il y a un lien entre la manière dont on instaure le mal-travail et ce qui ressort de l'autre côté. Évidemment, ce mal-travail rapporte beaucoup à quelques-uns, mais il coûte beaucoup à tous. Il coûte sur le plan humain, d'abord, quand même, avant de passer à l'économique, mais quand on a 100 000 personnes qui sortent broyées chaque année, c'est un coût humain gigantesque pour la société. Mais c'est un coût pour la sécurité sociale, qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, et ainsi de suite. C'est un coût pour des entreprises où il y a du turnover régulier, et c'est un coût parce qu'au fond, ça désorganise aujourd'hui la société. C'est tout le médico-social, au fond, je dirais, de quasiment de la naissance jusqu'à la mort, c'est-à-dire de la crèche jusqu'à l'EHPAD, qui est aujourd'hui désorganisé par un mal-travail chronique qui fait que, moi, quand j'entends à l'Assemblée que la question sur les aides à domicile, c'est l'attractivité du métier, mais je leur dis non. La question, c'est pas comment on en fait venir encore plus, comme dans un tonneau des Dadaïdes, repartent aussitôt. C'est comment on fait pour qu'il y ait des gens qui arrivent. Et pareil, comme les infirmières à l'hôpital, elles arrivent, puisque de toute façon, elles sont formées comme infirmières, elles vont faire des stages à l'hôpital, elles y restent souvent un certain temps. Mais comment on fait pour qu'au bout de 5 ans, elles ne soient pas cramées? C'est la question. Et donc, ça coûte beaucoup à la société parce que ça la désorganise. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on doit dire qu'ils sont des faiseurs de désordre dans la société. Et nous devons être les garants d'un ordre dans le travail, d'un ordre qui repose sur la justice. Enfin, Isabelle parlait du travail réel, comprendre ce que ça signifie. C'est l'un des trucs que j'ai appris, moi, dans Que sait-on du travail, que j'ai trouvé génial, c'est le concept des planeurs. Les planeurs, j'explique du coup. Les planeurs, ce sont des cadres, mais qui ne sont plus au contact de l'entreprise, qui ne sont plus au contact des salariés, mais qui en sont détachés
soit parce qu'ils sont au siège, soit parce qu'ils sont dans des cabinets de conseil. Mais ce sont ces planeurs qui représentent un tiers à la moitié des cadres dans les entreprises, qui décident, qui mettent en place des processus, qui fabriquent des logiciels pour dire, et avec des chiffres, sur comment doit s'organiser le travail. Donc c'est des gens qui ne pratiquent pas eux-mêmes ce travail-là, qui ne sont pas au contact de ce travail, qui viennent dire aux autres comment ils doivent le faire. Et du coup, avec une très grande violence ressentie par les travailleurs réels et même par leurs managers directs, parce que tous les jours, ils se heurtent à ces processus, à ces procédures où le travail réel ne correspond pas au travail abstrait. Et je pense que, au fond, alors c'est vrai dans le privé, on discutait d'une boîte Calcia, une cimenterie, qui vit ça en ce moment, pour des raisons écologiques, la transformation de ces procédures, mais sans que les salariés y soient associés, et du coup avec un grand malheur très concret, parce qu'ils doivent débourrer les cheminées en permanence qui n'ont pas été testées avec eux, ça fume dans tous les sens, ils ont peur de mourir, pour être clair. Ils se sentent comme des souris prises au piège à l'intérieur, en se demandant dans la fumée où est la sortie, et tout ça parce que les processus n'ont pas été pensés avec eux. Mais évidemment, le service public, l'éducation nationale, l'hôpital, quand les soignants disent « on ne soigne plus les patients, on soigne des chiffres ». Les ARS, ce sont des planeurs qui méconnaissent complètement le travail réel des infirmiers et des soignants et qui posent dessus des chiffres, des objectifs quantitatifs, des procédures qui ne correspondent pas du tout au travail réel. Et je pense, puisque tu commençais sur Aurore Berger, je pense qu'au fond, nous avons un gouvernement de planeurs. Un Bruno Le Maire qui dit « mais comment ça se fait que les Français, il y a de l'absentéisme qui augmente, des arrêts maladie qui augmentent ». Pourquoi il demande ça? Parce qu'il ne connaît rien au travail réel. Depuis Bercy. Je veux dire, c'est quand même un gouvernement qui vient te dire qu'il faut débureaucratiser et qui ne sont au fond qu'une collection de bureaucrates et d'apparatchiks. Ce sont des bureaucrates et des apparatchiks libéraux, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme carrière? Sinon, tu vois, un Gabriel Attal, ok, il n'a pas travaillé dans la logistique, mais quand est-ce qu'il a discuté avec un travailleur de la logistique? Jamais. Donc je pense que cette notion de planeur, elle a une vraie validité pour montrer comment le travail réel se confronte aujourd'hui à un travail abstrait qui lui est opposé d'en haut et qui produit chez lui beaucoup de malheur. Merci. Alors maintenant une question pour Isabelle Mercier et Sophie Binet. Par rapport à ça, quel est votre regard, avec un peu de recul, sur la stratégie qu'a eu le monde syndical à ce moment-là? Est-ce que vous pensez qu'elles ont été à la hauteur, ces stratégies, que le rapport de force était de toute façon trop défavorable? Et puis aussi, pour revenir un peu sur la question qui a été posée de la fierté au travail et de l'identité qu'on a vis-à-vis de notre travail, qu'elle soit individuelle ou aussi collective, comment cette progression du mal-travail a pu jouer aussi un rôle dans ce qu'on a appelé la crise du syndicalisme? Est-ce qu'il y a un rôle, selon vous, entre la progression du mal-travail et on va dire tout simplement le nombre de membres dans les syndicats? Je vais commencer par la fin pour dire que je pense pas qu'il y ait une crise de syndicalisme à la CFDT. Alors moi, je suis très mauvaise en chiffres, mais je crois qu'on a plus de 660 000 adhérents, quelque chose comme ça. Ce qui représente, c'est plus que peut-être bien tous les partis réunis quand on fait le calcul. Et je le disais tout à l'heure, l'année dernière, on a fait 86 000 nouveaux adhérents, rien que nous. Et je pense que dans les autres organisations syndicales, c'est à peu près pareil. Je dirais pas qu'il y a une crise de syndicalisme. Je dirais que on a besoin aujourd'hui de retrouver un espace de dialogue et de confrontation et avec les politiques, avec les employeurs, dans les entreprises, sur les territoires, au plus près des lieux de vie des entreprises pour changer les choses. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette impression que chacun est dans son sillon et que finalement, les salariés sont pas des râleurs, pour reprendre l'expression. Les salariés, ils ont juste besoin qu'on les écoute et ils ont juste besoin qu'on fasse avec eux et qu'on prenne en compte leur connaissance, leur expertise, leur professionnalisme. Et donc, du coup, nous, à la CFDT, ce qu'on
porte sur ces questions-là stratégiquement, c'est d'abord l'action syndicale dans l'entreprise. Donc effectivement, on a un sujet sur les ordonnances Macron. Alors avant les ordonnances Macron, c'était pas non plus le top du top. Hein. Les CHSCT, ils étaient souvent dans leur sillon à eux. Les comités d'entreprise étaient spécialisés sur les questions économiques et stratégiques d'entreprise, et les délégués du personnel, ils s'occupaient des sujets des individus. Sauf que les ordonnances, l'idée de rassembler le CSE et les questions économiques, emploi et travail, c'est complètement logique dans la vie des travailleurs, puisque il y a des enjeux de stratégie économique des entreprises pour pérenniser les entreprises, pour se projeter sur demain, pour regarder les questions de besoins en main-d'œuvre, les questions de formation. On a évidemment des enjeux emploi, mais il y a aussi des enjeux de travail. Le gros problème qu'on a, c'est un peu comme les planeurs des cadres, c'est que, les CSE se sont retrouvés très centralisés, donc ils ont un peu quitté de fait la réalité du terrain de la vie des entreprises au plus près des ateliers. Les commissions santé au travail n'ont pas eu les moyens de mener leur action, et ce qu'on constate, c'est que la santé au travail, dans les ordonnances, c'est vraiment nous on a fait une enquête dernièrement, la santé au travail, c'est le grand malade en fait, c'est la grande malade plutôt de ces ordonnances, parce que c'est la 5e roue du carrosse dans les CSE, qu'il n'y a plus de proximité. Donc ce qu'on porte, nous, aujourd'hui, c'est à la fois de mettre en place des commissions santé au travail dans les entreprises, au-dessus de 50 salariés, et d'avoir des représentants de proximité qui pourraient avoir cette dimension, finalement, de représentants autour des questions de santé et de sécurité au travail. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est... faut écouter aussi les organisations syndicales quand elles tirent les sonnettes d'alarme dans les entreprises et sur les territoires. Moi, quand je me faisais la réflexion, quand la filière automobile dit on a des problématiques de composants, on peut pas faire les voitures autant qu'on voudrait les faire parce que les composants ils sont dans les pays low cost, parce qu'il y a de la sous-traitance étrangère. Moi, je me souviens, les équipes chez nous, dans la filière automobile, il y a de ça quasiment 10 ans qu'elles ont commencé à alerter en disant attention, la filière sous-traitante automobile, on est en train de jouer sur du bas coût, parce que c'était ça l'idée, on allait en Pologne, etc., parce que c'était moins cher, mais on est en train de se déshabiller de notre production. Personne ne les a écoutés, en vrai. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est en train de pleurer parce que, effectivement, du coup, il y a des problèmes de composants. C'est exactement pareil sur les masques, où pendant le Covid, on a eu des pénuries de masques. Moi, les collègues, je me rappelle très bien des alertes qu'ils faisaient. Mais ça, c'est pas toujours entendu. Après, il y a des moments où on est entendu. Je pense... effectivement, la question des filières sous-traitantes, c'est qu'on appelle les chaînes de valeur aussi dans les entreprises pour faire plus positif. C'est un vrai sujet parce qu'on a le donneur d'or dans la navale, dans l'aéronautique, qui va avoir une tendance à pressuriser entre guillemets ses sous-traitants. Le cœur de métier, donc on a déshabillé les entreprises des cœurs de métier, et puis on a gardé le cœur de métier et tout le reste on l'a filé à la sous-traitance. Et puis c'est la variable d'ajustement. Chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, c'était 10 000 salariés dans les années 90. Aujourd'hui, c'est 3 000. Le reste, c'est de la sous-traitance, française, étrangère, etc. Ce qu'on a réussi à faire, quand même, c'est une instance de dialogue social de site. Et c'est pour dire qu'il y a quand même des choses qui avancent, c'est que quand on fait un vrai diagnostic, qu'on arrive à avoir des intelligences en face politique et patronale, on arrive à construire. On a fait une instance de dialogue social de site qui a à la fois traité des questions de conditions de travail, qui a amélioré les choses. Alors je dis pas qu'aujourd'hui c'est parfait, loin de là, parce que là, mon Dieu, il y a encore un grand chantier à faire, mais n'empêche que on a mis en place un certain nombre de règles qui, sur les questions des horaires, sur les questions des amplitudes horaires des salariés, des boîtes étrangères, de la sécurité, de la prévention, ont permis d'améliorer les choses. Mais il y a un réel chantier à mener sur comment on structure du revendicatif avec les salariés qui est pertinent, et comment en face on arrive à trouver des interlocuteurs. Un autre exemple, c'est clair que la question, ce qu'on remarque, c'est que les accidents du travail et les maladies professionnelles, les salariés intérimaires, c'est les plus touchés, et les sous-traitants sont également les plus touchés. Moi, je me souviens pendant le Covid, dans les banques, c'était des prestataires qui venaient faire la maintenance informatique, ils venaient sans masque.
là où tous les salariés des banques étaient masqués. Là, on a quand même une responsabilité sociale des entreprises. Et là, c'est pareil. Pourquoi ces salariés, il n'y avait pas d'organisation syndicale dans ces entreprises-là, sous-traitantes qui venaient. Donc nous, on a un enjeu aussi à bouger nos pratiques. Le syndicalisme, il s'est construit sur des grosses boîtes, grosso modo. Donc aujourd'hui, les grosses boîtes, elles se sont filialisées, elles se sont organisées autrement, il y a de la prestation, etc. Donc nous, on a un enjeu, c'est comment on arrive à aller vers ces salariés-là, les intérimaires, les contrats à durée déterminée, les salariés des sous-traitants, pour les organiser, pour leur permettre justement d'avoir des droits nouveaux et de ne pas se retrouver ceux qui ont moins de droits, qui ont des conditions de travail qui sont dégradées, qui n'ont pas le bon matériel, qui n'ont pas les bonnes transmissions. Enfin, les intérimaires dans l'aéronautique, souvent, ils n'ont pas forcément les bonnes formations sur les gestes et postures, etc. Donc, on a un véritable levier d'action, et je pense que notre levier d'action, et notre responsabilité de syndicaliste, c'est comment on arrive à pénétrer, j'ai envie de dire, ces secteurs-là, et en face, comment on est écouté, comment ce qu'on dit est pris en compte, et comment sur l'expertise du diagnostic, notre regard tel qu'on peut l'avoir, on arrive à être entendu, pas quand il y a la catastrophe, parce qu'il n'y a plus de masques et plus de matières premières, mais bien maintenant quand on le soulève. Merci. Sophie Binet. Alors d'abord, je veux dire que j'ai un point de désaccord avec le livre, qui, alors je ne sais plus quel est le numéro de chapitre, qui dit que au nom d'un prétendu compromis fordiste, les syndicats se seraient désintéressés du travail. Alors le compromis fordiste, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est l'idée selon laquelle on aurait fait un compromis à un moment avec le patronat en échange d'augmentation de salaire. On aurait abandonné la bataille sur l'organisation du travail, les conditions de travail, etc. Bon, c'est pour ça que j'ai commencé mon propos en citant le Conseil national de la résistance qui mettait à l'ordre du jour la question de l'intervention des travailleurs dans la gestion, dans l'orientation de l'économie avec la bataille pour avoir la création des comités d'entreprise. C'est pour montrer que ce compromis fordiste, ça n'a jamais été un compromis pour la CGT et qu'on s'est toujours battu pour avoir notre mot à dire sur l'orientation de notre travail et l'organisation de notre travail et que le patronat l'a évidemment toujours refusé. Ensuite, le problème c'est quoi ? C'est que on peut pas tout seul et que on se retrouve dans un contexte où on doit affronter le patronat. Bon, ça c'est normal, il y a une contradiction d'intérêts, c'est notre job, on va dire. Mais on affronte en même temps le gouvernement et le patronat. Donc on est seul face à un pouvoir politique qui se met au service du capital et au service du pouvoir patronal. Et donc ce qu'on observe depuis les années 80, c'est une rupture profonde qui s'est créée entre la classe politique, d'ailleurs classe politique ça veut dire ce que ça veut dire, qui s'est structurée en dehors du travail avec une professionnalisation du monde politique qui fait que dans un premier temps, cette transformation majeure du travail avec la financiarisation du travail sur laquelle nous on alerte depuis que ça se met en place, elle est passée en dehors des radars politiques et on était très seuls parce que le monde politique ne s'intéressait pas au travail. Globalement, la financiarisation du travail, c'est d'abord un morcellement de l'entreprise avec une entreprise. Je vais commencer par ça. La financiarisation du travail, elle se met en place avec la mondialisation des années 80, où on met les travailleuses et les travailleurs en concurrence au niveau international, ce qui permet de tirer vers le bas les salaires, ça c'est évident, et ce qui permet aussi de mettre en concurrence la fiscalité, ça on le voit aussi, mais le droit du travail. Et donc comme ça, on le vit encore au quotidien. Par exemple, la réforme des retraites, elle nous a été opposée au nom de quoi ? Du fait que, soi-disant, les Françaises et les Français partaient plus tôt que les autres. Et c'est la réforme des retraites françaises qui va servir de point d'appui demain au gouvernement belge pour imposer une réforme des retraites en Belgique. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, mise en concurrence des travailleuses et des travailleurs au niveau international, avec une entreprise morcelée et vidée de son contenu. Aujourd'hui, les multinationales qui dirigent le monde, elles n'ont pas forcément énormément de salariés dans leur scope direct parce qu'elles ont complètement sous-traité, externalisé le travail au plan mondial avec une mondialisation de la chaîne de sous-traitance. On le sait que les chaussures que nous avons aux pieds, elles ont parfois fait plusieurs fois le tour du monde avant d'arriver dans le magasin. Et donc ça pose quoi comme problème au syndicalisme ? Ça pose le fait que les entreprises dans lesquelles on est organisé, en fait, on n'est pas dans les bons lieux de pouvoir, jamais, puisque même quand on est organisé chez le donneur d'ordre,
ce qui arrive dans le sous-traitant, on n'a pas notre mot à dire dessus. Deuxième opération de morcellement, le morcellement du travail lui-même et du collectif de travail lui-même, puisque vous savez que sur vos lieux de travail, il y a plein de statuts différents déjà entre ceux qui sont en CDI, ceux et celles qui sont en CDD, qui sont en temps partiel, qui sont en intérim, les auto-entrepreneurs, etc. Et puis il y a plein de patrons différents. Par exemple, le must, c'est les centrales nucléaires. Quand on va dans une centrale nucléaire, derrière les bleus de travail, il y a entre 20 et 30 noms d'entreprises différents qui interviennent dans une même entreprise. Et ça, le problème pour les syndicats, c'est que forcément, nous, le principe du syndicalisme, c'est d'unir et de rassembler le monde du travail et le collectif de travail. Sauf que là, il y a un morcellement total de statuts, de donneurs d'ordre, et donc c'est un casse-tête complet, nous, pour pouvoir organiser le collectif de travail. Est-ce qu'on s'organise par rapport à l'entreprise, et c'est là où se négocient les droits? Est-ce qu'on s'organise par rapport au travail, c'est-à-dire là où on se retrouve, mais on n'a pas les mêmes droits, les mêmes conventions collectives? Enfin, ça, c'est très compliqué pour le syndicalisme. Et puis le troisième mouvement de financiarisation qui complique la tâche, c'est donc le Wall Street Management, avec donc l'organisation du travail à partir d'objectifs chiffrés par des planeurs qui sont très loin de notre travail, et le fait qu'aujourd'hui, dans les entreprises, vous l'avez forcément remarqué dans votre travail, un bon manager ou une bonne manageuse, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le travail de celles et ceux qu'elle encadre. Auparavant, c'était pas du tout ça. Pourquoi? Parce que pour imposer un management par les nombres, il vaut mieux ne pas connaître le travail. Comme ça, on est parfait pour être cost killer. Et puis derrière, on a une mobilité imposée au cadre. Tous les 5 ans, on bouge. Comme ça, on peut faire le sale boulot. Puis on s'en va très vite et on ne voit pas les conséquences. Les résultats, en fait, de ce triple mouvement, c'est une déresponsabilisation globale et générale. Il y a, moi, un sociologue qui est très important qui s'appelle Alain Supiot. Un de ses livres, le titre, c'est « Prendre la responsabilité au sérieux ». Ça, c'est l'enjeu central, prendre la responsabilité au sérieux. Aujourd'hui, le problème, c'est que plus personne n'est responsable. Et nous, dans l'action syndicale, c'est ça le problème. On va chercher le responsable, on le trouve pas, puisque si on est dans la sous-traitance, on sait très bien que le responsable, c'est le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre nous explique qu'il n'est pas responsable de ce que fait la sous-traitance. Et puis, les cadres ne sont pas responsables, puisque ils ne sont pas auprès de celles et ceux qu'ils encadrent. En général, c'est même pas l'entreprise, et donc ils sont en responsabilité professionnelle, mais sans en mesurer les conséquences, parce que ils viennent prestataires pour donner des bons conseils pour appliquer le Wall Street Management, puis ils s'en vont aussitôt sans voir les conséquences de leur travail. Donc il y a un mouvement de déresponsabilisation globale qui complique considérablement la tâche. Sur la question des basculements sur le travail, il y a un moment de basculement qui se fait au moment des 35 heures, entre la première réforme des 35 heures et la deuxième réforme des 35 heures. Où sur la deuxième réforme des 35 heures, comme on ne veut pas faire payer au patronat le coût de la réduction du temps de travail, eh bien on dit les 35 heures ça va se faire, mais avec des gains de productivité. Et là, on n'impose plus au patronat de créer des emplois pour compenser la réduction du temps de travail, et c'est là où s'enclenche la grande bataille sur les temps de pause, les temps d'habillage, déshabillage, et le grand vol en fait de notre temps de travail. Et je pense que c'est là-dessus que en 2002 Jospin perd l'élection présidentielle. C'est parce que la gauche, elle a abandonné le travail et qu'elle a uniquement porté la question de l'emploi, et encore pas assez, parce que si on était allé au bout des 35 heures, on aurait créé plus que 400 000 emplois. Mais cela dit, les 35 heures, faut les défendre, hein. C'est quand même la seule grande réforme qui a permis de créer de l'emploi. Mais comme on a laissé la négociation sur les 35 heures, les pleins pouvoirs au patronat sur cette négociation-là, et de fait, ça s'est traduit par une augmentation de la pression au travail. Et c'est important de rappeler que les salariés français sont parmi les plus productifs au monde. C'est pas pour rien qu'on est aussi les champions du mal travail. C'est parce qu'on a voulu pousser la productivité très loin. Et donc pour finir par des éléments d'optimisme sur ce qu'on peut faire quand on en a les moyens, un exemple tout simple, sur les chantiers des JO, la CGT s'est battue pour avoir une charte sociale liée aux Jeux Olympiques. Donc c'est une première mondiale. Jusque-là, il n'y avait jamais de charte sociale. On l'a obtenue en France. Et dans cette charte sociale, on a beaucoup insisté sur les chantiers des JO. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, le BTP, c'est le record de la mortalité au travail. C'est important de rappeler
La citation d'Aurore Berger, là, franchement, moi, ça me fait même pas rire, en fait, ça me donne envie de vomir. Chaque jour en France, c'est 3 ouvriers qui meurent au travail. 3 ouvriers en silence, tout le monde s'en fout. Et c'est majoritairement dans le secteur du BTP. Donc nous, on a été très attachés à l'organisation des chantiers des JO. Et en fait, on a demandé des choses, mais toutes simples. La première chose, c'est d'avoir plus de moyens pour les représentants du personnel, donc de pouvoir avoir plus de détachements de représentants du personnel, de pouvoir avoir des formes de commission hygiène, santé, sécurité qui avaient été supprimées par les ordonnances travail, de pouvoir avoir un droit d'accès à tous les chantiers. Et puis le lendemain du jour où on faisait une visite de chantier, il y avait obligatoirement une réunion le lendemain avec toute la direction, avec toute la chaîne de sous-traitance, donc l'ensemble des entreprises qui intervenaient, où nous on faisait notre rapport, puis les autres ils notaient, ils prenaient des notes par rapport à tout ce qu'on avait relevé. Donc ça, évidemment, c'est un élément très fort. Et puis le deuxième élément fort, évidemment très bateau, on a multiplié par 4 ou 5 le nombre de contrôles de l'inspection du travail sur les chantiers JO. Et donc ces 2 ingrédients cumulés, ça veut dire qu'il y a un nombre d'accidents du travail divisé par 4. Donc, en fait, ce qui rend très optimiste, c'est que les choses sont simples, il n'y a aucune fatalité, on peut vraiment faire changer les choses. Mais ce qui rend très en colère, c'est le fait que ça ne soit pas fait. En fait, ça serait vraiment très simple. Et sur l'inspection du travail, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a seulement 1700 inspecteurs et inspectrices du travail dans toute la France pour 20 millions de salariés. Donc, ce qu'on a gagné sur les JO, le problème, c'est que les inspecteurs du travail qui ont fait les contrôles supplémentaires sur les chantiers JO, ils ont dû moins contrôler d'autres chantiers et d'autres entreprises. Donc, ce qu'il faudrait, c'est créer des inspecteurs, inspectrices du travail. Bon, quand il y en a 1700, on se dit que doubler, ça fait pas beaucoup de postes à créer. On en crée 1500, on double la mise. Et puis, ça coûte pas cher parce que créer plus d'inspecteurs, inspectrices du travail, c'est aussi donner les moyens de sanctionner les entreprises. Et donc, quelque part, ce sont des postes qui s'autofinancent, qui font baisser le mal-travail, qui font baisser les accidents du travail. Tout ça qui coûte très très cher à la Sécu et à nos comptes collectifs. Merci. Alors, maintenant que le constat et que les causes ont été posées, quelles solutions proposez-vous pour sortir de la résignation, pour rompre avec cette logique du mal-travail, et notamment par rapport aux relations entre syndicats et politiques? Comment envisagez-vous qu'un combat, qu'une bataille commune puisse être menée? D'abord, je veux dire que pour moi, il y a une fenêtre d'opportunité, ou en tout cas que les temps ont changé, qui fait que peut-être on parle moins d'emploi et on peut plus reparler de travail. C'est quoi? C'est que une phrase que j'entendais moi dans les boîtes de mon coin, c'est les chefs qui disaient aux ouvriers, si t'es pas content, il y en a 1000 qui attendent à la porte. C'est pas complètement fini, hein, mais c'est plus rare. Et quand on voit la pénurie de main-d'œuvre chez les autocaristes, dans les crèches, enfin dans un certain nombre de secteurs, j'ajoute une donnée qui est à mon avis le choc démographique qui est affronté dans la durée, avec moins de personnes qui vont être en âge de travailler et plus de personnes âgées dont il faudra s'occuper, tout ça nécessite qu'on ne considère plus que les salariés, que la main-d'œuvre est une forme de matière première qu'on peut user puis jeter. Donc, normalement, il y a des éléments matériels pour que ça change sur ce point de vue-là, et que, alors, là, pour l'instant, ils colmatent, comme ils le font dans l'agriculture, comme ils le font sur l'électricité, non pas en sortant du marché, mais en bidouillant, en bricolant. Or, il s'agit d'apporter d'autres solutions. Lesquelles? Je vais dire d'abord une chose qui va paraître démagogique, compte tenu de mon entourage ce soir, mais syndiquez-vous. Tout à fait. D'accord. Non, je veux dire, je vois un psychiatre à l'hôpital d'Amiens, Philippe Pinel, il me raconte quoi? Il me dit, les gens ils passent chez moi parce qu'ils vont pas bien au boulot. Quand j'ai démarré, j'ai de la bouteille maintenant, mais quand j'ai démarré, ils allaient voir le syndicat, ils se sont organisés dans leur bureau. Maintenant, ils passent ici et je leur donne des médocs. Donc, syndiquez-vous. Vous savez, c'est Pepe Mujica en Équateur qui, comme première mesure quasiment de président de la République, dit « syndiquez-vous » parce qu'il a besoin de cette force d'appui des salariés pour venir peser et appuyer les réformes que lui souhaite. Mais alors c'est Roosevelt qui, à un moment, reçoit les syndicats de travailleurs, qui reçoit les associations, qui reçoit des progressistes à la Maison Blanche, et il les raccompagne sur le perron, et il dit je suis d'accord avec tout ce que vous m'avez raconté, mais maintenant, faites pression sur moi.
Et donc, évidemment, le syndicat est le moyen, quand bien même le pouvoir serait de gauche, quand bien même il serait occupé par des gens de bonne volonté, de l'Élysée à l'Assemblée en passant par les ministères, le syndicat est un moyen de mettre la pression pour que ça change. Bon, donc c'était pas démagogique, mais voilà, je le pense vraiment, je le mets dans le bouquin d'ailleurs. Hein. Bon, ensuite il y a les classiques que vient d'évoquer Sophie. Oui, plus de préventeurs. Oui, inspection du travail. Oui, médecine du travail. Tout ça, il s'agit de le renforcer et de faire que l'un des principes de la sécurité sociale en 1945, qui était prévenir plutôt que réparer, on le fasse advenir. Dans les classiques que je porte, il y a la reconnaissance des troubles psychiques comme maladie professionnelle. Quand on nous dit que c'est l'amiante d'aujourd'hui, ça me paraît assez juste. Eh ben, il s'agit que maintenant, ça soit reconnu et que du coup, ça ait un coût pour les entreprises, que ça soit pas neutre, que ça soit une ligne comptable et du coup, qu'ils cherchent à l'éviter. Ensuite, je vous dis la difficulté à laquelle moi, politique ou député, je me suis retrouvé confronté. C'est-à-dire que dans la logistique, c'est les casques sur les oreilles. Chez les AVS, c'est le téléphone portable. Dans l'aéronautique, ça va être les outils qu'à la place, on va chercher sur l'établi. Maintenant, ils pendent devant soi, mais du coup, ça multiplie les cadences. L'État, le législateur, va pas faire des lois secteur par secteur. Enfin, ça va nous prendre du temps, ça va être compliqué. C'est une possibilité, hein, mais bon. Donc, c'est comment trouver des mesures qui, en gros, vont embrasser plus ou moins tout le monde du travail. Pour moi, le grand saut qu'il y a à faire, c'est l'entrée de la démocratie dans l'entreprise. Ou la ranimer la démocratie dans l'entreprise. C'est la phrase de Jaurès qui disait « La Révolution a fait des Français des rois dans la cité, mais les a laissés serfs dans l'entreprise. » Bon, rois dans la cité, franchement, on n'y est pas encore, mais juste ce qu'on voudrait, c'est citoyens dans la cité, citoyens dans l'entreprise. Et pour moi, ça passe par une démocratie par le haut. Alors j'énonce comme ça, 1/3 de salariés au conseil d'administration des entreprises. Alors ça peut se discuter, hein. On peut sortir du capitalisme plus vite et avoir 2/3 de salariés. Bon, moi, dans mon aspiration, c'est 1/3, 1/3, 1/3. C'est 1/3 pour le capital, 1/3 pour les salariés et 1/3 associations, ONG, élus locaux et ainsi de suite, parce que je pense que l'intérêt général, il comprend d'autres partenaires que seulement le patronat et le salariat. Mais c'est à discuter, mais en tout cas, qu'aujourd'hui, au minimum, on se mette au niveau des pays qui nous entourent et que les syndicalistes ne soient pas deux sur un strapotin au bout de la salle qui ont peur de prendre la parole dans les conseils d'administration, parce que c'est comme ça que ça peut se produire quand on me le raconte dans un certain nombre de lieux. Il y en a qui y vont quand même malgré le surnombre du capital, mais c'est un point, donc la démocratie par le haut. La deuxième chose, c'est la démocratie par le bas. C'est-à-dire, à la suite de Thomas Coutreau, par exemple, de Jérôme Vivenza, d'un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées ou que j'ai lues, je souhaite, et ça naît aussi de ma réflexion sur les auxiliaires de vie sociale. J'ai vu combien dans des associations on mettait en place des groupes de parole et où elles avaient 2 heures tous les 15 jours ou une demi-journée par mois à échanger entre elles sur leurs difficultés au travail, ça les libérait. Ça leur faisait un bien par express sur le plan thérapeutique et surtout, ça mettait quelque chose en branle qui était de l'ordre de la réappropriation du travail, de la discussion avec le manager, de la discussion avec la direction, avec des revendications à porter. Et donc, je réclame, moi, et avec un certain nombre de personnes, qu'il y ait une demi-journée par mois de réunion, de discussion entre les salariés et sans la direction de l'entreprise. Mais on voit bien que, comme le disait Sophie, déjà, on a du mal avec le partage des richesses, mais le partage du pouvoir dans l'entreprise, c'est encore un autre enjeu. Donc, voilà, s'y mettre, il va falloir à la fois un pouvoir politique qui le veuille et des syndicats qui le réclament, des salariés qui soient mis en branle autour de ça. Vous dire pourquoi je pense que c'est important. Ça naît aussi chez moi d'une réflexion politique. Tu le disais, Alain Soupiot dit par exemple que le ressentiment privé des salariés méprisés, écrasés, rejaillit en ressentiment public. Et dans un coin comme le mien, le Rassemblement national s'est installé par le travail. Il s'est installé par le travail délocalisé, par le travail méprisé, par le travail écrasé. C'est ce mal-travail-là. Alors, on peut citer Goodyear, Magneti Marelli, Honeywell, Parizeau, siège de France, Abelia, mais c'est ce mal-travail-là qui a servi de cocon au Rassemblement national. Et ma conviction profonde, c'est que
sortira de cette impasse que en reposant sur la question d'un travail respecté, un travail qui assure statut et revenus, un travail d'où est chassée la peur, parce que c'est la peur qui s'est installée dans le cœur des classes populaires, c'est la peur pour soi de perdre son boulot, c'est la peur pour ses enfants, l'inquiétude, l'angoisse, qui ne trouvent pas leur place, et c'est seulement en assurant dans le travail sécurité, stabilité aux Français, aux classes populaires, à mon sens, qu'on parviendra à combattre le Rassemblement national. Dernier point enfin, pour opérer tout ça, il s'agit de trouver un débouché politique. Tout mouvement social a besoin d'un débouché politique. Mai 68 débouche tardivement, mais sur mai 80. Décembre 95 débouche sur la gauche plurielle 97. Les combats contre les retraites Sarkozy 2010 débouchent sur Hollande 2012. Ça ne veut pas dire qu'on est tous ces débouchés politiques nous rendent joyeux. Hein. Or, on voit bien que l'immense mouvement des retraites réussit grâce aux syndicats. C'est pour ça que je dis, syndiquez-vous. Si on a eu 1, 2, 3 millions de personnes dans les rues, 1, 2, 3, 4, 5 fois, et pas seulement dans les métropoles, mais jusque dans les bourgs, des petits coins reculés de chez moi, c'est parce qu'il y a les syndicats qui étaient encore un point d'appui dans ces endroits-là. Et donc ma conviction profonde, c'est qu'il nous faut un débouché politique, que ça ne se fera que en lien avec notamment les syndicats, chacun à sa place dans le dialogue, dans la discussion, mais la résignation, l'abattement, le découragement qui aujourd'hui écrase les classes populaires et le monde du travail, on n'en sortira que par l'euro, et c'est par un débouché politique. Merci. Alors Sophie Binet et Isabelle Mercier maintenant. Quelles propositions portent vos syndicats pour répondre à ces préoccupations-là? Et puis aussi par rapport à la tradition d'autonomie du champ syndical vis-à-vis du champ politique, comment vous pouvez envisager de votre place ce combat commun? Nous, on a plusieurs idées de réponse, évidemment. J'avais envie de redémarrer en disant qu'on a deux gros sujets, c'est le pouvoir d'achat et la question... le pouvoir d'achat, c'est bien vivre de son travail, et la question du travail, c'est bien vivre son travail. Je pense que c'est vraiment le nœud, et je partage complètement que dans le contexte... compliqué aujourd'hui avec notamment le Rassemblement national, on a tout intérêt à agir et à agir vite et à agir ensemble sur la question du travail, du bien-être au travail et du bien-vivre de son travail. Moi, je pense que on a d'abord à renforcer la démocratie dans l'entreprise. Alors, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais je partage complètement l'idée, je vais quand même y revenir un peu, je partage complètement, et on le porte à la CFDT maintenant depuis au moins 2014 dans mes souvenirs, la question de la codétermination à la française, de comment on permet aux représentants des salariés de participer aux décisions stratégiques des entreprises, de confronter leur expertise, de confronter leur vision et de confronter des points d'alerte avec les employeurs pour déterminer ensemble les grandes lignes. Le deuxième élément, je pense que c'est, on l'a aussi beaucoup dit, c'est de faire de l'organisation du travail un sujet de négociation qui soit obligatoire au plus près des salariés, pas avec les managers planeurs, j'allais dire volants, mais planeurs, mais bien au plus près des salariés et avec les salariés. On est face, on va avoir des bouleversements qui vont être phénoménaux, que ce soit avec la transition écologique, les questions climatiques qui viennent direct percuter la vie des travailleurs, les bouleversements numériques et l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si j'ai le temps de donner quelques exemples, mais aujourd'hui, un postier qui est avec son organisation de travail via l'intelligence artificielle, il n'a plus la marge de manœuvre de l'adapter sans faire référence à son cadre supérieur. Avant, il pouvait faire avec son papier, son crayon, ça tournait. Le gars qui, dans la logistique, a l'intelligence artificielle dans l'oreille qui lui explique comment organiser sa palette, va organiser sa palette avec ça, mais à l'autre bout de la chaîne, celui qui va défaire la palette, il n'a pas été consulté sur comment la palette, elle devait être construite, et du coup, quand il défait sa palette, il y a des problématiques d'accident du travail. Tout ça pour dire que la réalité du travail, c'est important. Donc, cette question de l'organisation du travail, elle est pour moi essentielle.
Et du coup, nous, ce qu'on porte également là-dessus, c'est les questions autour du dialogue professionnel, qui revient un peu à ce que vous disiez autour de permettre l'expression des salariés dans les entreprises. Le dialogue professionnel, c'est comment on permet dans les entreprises d'organiser des espaces de dialogue pour parler de son travail, pour parler de ses difficultés au travail et pour essayer de trouver et de construire des solutions ensemble. On l'a vu, on le sait, les salariés ont cette capacité à trouver des solutions et ça s'appelle aussi et le pouvoir d'agir et le partage du pouvoir. Et puis l'enjeu sur les questions de la démocratie, c'est la négociation qui est quand même en cours et qui est une négociation inédite autour du pacte vie au travail, qui pour nous est un vrai enjeu pour mettre le travail en lien évidemment avec l'emploi, mais mettre le travail tout au long des parcours professionnels. Je l'ai évoqué, donc je vais passer rapidement sur la question du dialogue social. Les IRP aujourd'hui, avec les ordonnances travail, on doit absolument avoir un bilan, enfin le bilan là, mais partager le bilan avec le législateur pour avoir une évolution des ordonnances travail, notamment sur la question du travail, avec la place des SSCT, avec la place des représentants de proximité, pour rapprocher les salariés des évolutions et des instances les IRP qui s'occupent en fait d'agir sur les questions de santé et conditions de travail. L'autre point, évidemment, c'est la question du développement syndical. Donc, syndiquez-vous, vous pouvez aller sur notre site, il n'y a pas de problème. Merci de la pub. On a intérêt à nous ouvrir nos manières de vivre le syndicalisme, je l'ai dit, mais entre la sous-traitance, entre les intérimaires, entre les auto-entrepreneurs, on doit aujourd'hui, si on veut représenter l'ensemble des travailleurs, pouvoir se développer, pouvoir accompagner, pouvoir agir avec l'ensemble de ces travailleurs-là. Et là, on a, nous, une vraie responsabilité, c'est d'essayer de pousser nos murs, d'essayer d'adapter nos structurations, d'adapter, et on y travaille, hein, notre façon d'être pour pouvoir être avec, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir organiser, pour pouvoir faire du collectif avec des gens qui aujourd'hui ont des aspirations individuelles mais à qui ils ne peuvent pas partager avec personne vu qu'ils n'ont pas d'organisation syndicale. Et puis l'avant-dernier élément, c'est il est temps de prendre en compte l'aspiration des salariés. On l'a évoqué, l'aspiration sur reprendre du pouvoir d'agir, mais il y a aussi, nous, ce qu'on constate et ce que disent les mouvements sur les retraites, c'est aussi que les salariés, ils ont envie de vivre autrement leur travail. Avant, le travail, il était quand même un peu central dans nos vies. Aujourd'hui, il y a le travail, mais il y a aussi la vie de famille, il y a les loisirs, il y a les amis. Et il y a une envie d'aménager son temps de travail, d'articuler les temps du travail différemment. Donc nous, l'une des choses qu'on porte et qu'on va porter dans la négo Pacte du pouvoir de vivre, c'est ce qu'on a appelé le compte épargne-temps universel. L'idée étant de permettre le compte épargne-temps, les grosses boîtes connaissent bien, par contre les petites boîtes n'en ont pas, les moyennes non plus. L'idée étant de généraliser un compte épargne-temps qui serait plus rattaché à l'entreprise, mais qui serait rattaché aux salariés, et que tout au long de son parcours professionnel, il pourrait et alimenter et utiliser pour avoir des temps de respiration quand il en a besoin. Puis pour terminer, il y a le rapport aux politiques. Moi, je suis super contente de voir ce débat d'aujourd'hui qui montre qu'il y a, en même temps ça ne me surprend pas, mais que la question du travail est prise en main par le politique. Et ça, c'est important que cette question du travail, elle soit relayée par le politique, qu'on arrive à trouver des espaces où on confronte nos visions et qu'on essaye de trouver des convergences avec à faire vivre en fait ces échanges d'expertise pour trouver des chemins de passage. Tout en gardant notre indépendance. À la CFDT, on est hyper attaché à cette question de l'indépendance. On est une organisation syndicale et je pense que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec certaines digues qui dernièrement ont quand même été plus que fissurées, parce qu'elles ont certaines sauté, c'est important que chacun ait sa place et que on soit force de cohésion et qu'on soit force de rempart. Et être rempart, c'est aussi garder notre place de syndicaliste, rien que notre place de syndicaliste, donc de revendiquer, de dire, de confronter, d'influencer et d'avoir en face des partis politiques avec lesquels on peut échanger pour construire ensemble, chacun sa place. Tout ne viendra pas de la loi, mais la loi peut encadrer des choses et ça, c'est des articulations qui sont importantes à porter. Merci.
Sophie Binet, sur cette question. Je vais aller en style télégraphique parce que je vois qu'il y a du monde qui commence à partir. Il faut reconnaître le travail et le rémunérer. C'est pas possible, comme le fait le Premier ministre, de dire 40 fois le mot travail dans son discours. Par contre, d'oublier bizarrement de prononcer le mot dividende alors que les dividendes atteignent un record et de ne rien prévoir pour que le travail paye. En fait, le problème de la France, c'est que la France est en train de devenir un paradis pour milliardaires, le paradis des rentiers, et que dans le même temps, la France est un pays de bas salaire. Donc il faut reconnaître et rémunérer le travail. Deuxième point, c'est le fait de faire en sorte que les salariés, les organisations syndicales soient présents dans les lieux de décision stratégique. Parce que ce grand mouvement de financiarisation, il s'est accompagné du fait que les lieux de pouvoir se sont déplacés et qu'on n'est plus du tout dans ces lieux de pouvoir. Il y a plein d'entreprises dans lesquelles il n'y a pas de comité de groupe monde, de comité européen. On n'est pas dans les conseils d'administration des entreprises ou seulement sur des strapontins. On n'est absolument pas dans les comités audit et rémunération, là où sont décidées la rémunération des patrons en fonction d'objectifs définis par les actionnaires, etc., etc. Et donc, dans tous ces endroits, il faut qu'on soit. Et puis, l'autre élément pour être dans les lieux de décision stratégique, c'est reconstituer le collectif de travail qui a été morcelé par le mouvement de financiarisation. Il faut, si on repart de prendre la responsabilité au sérieux, il faut responsabiliser les donneurs d'ordre. Et donc, à la CGT, nous pensons qu'il faut une définition élargie de l'entreprise qui parte du donneur d'ordre et qui intègre l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble de la chaîne de sous-traitance, de façon à ce que les organisations syndicales présentes dans le donneur d'ordre, qu'on ait l'information sur tout le processus de fabrication et qu'on puisse intervenir sur toute la chaîne de sous-traitance en responsabilisant les donneurs d'ordre et en pouvant agir sur l'ensemble, avec évidemment des droits syndicaux pour pouvoir s'organiser sur cette échelle-là et pouvoir reconstituer le collectif de travail. Ça, c'est stratégique si on veut pouvoir reprendre le pouvoir. Le troisième point, c'est avoir des leviers pour pouvoir réorienter le sens et prendre le pouvoir sur le sens et sur la finalité de notre travail. Donc il faut avoir le droit de négocier sur l'organisation du travail, ça ne doit pas être une prérogative patronale. Il faut aussi pouvoir négocier et débattre des méthodes de management. Les méthodes de management, on fait comme si c'était neutre et on pouvait manager d'une seule manière. Non, les méthodes de management, elles sont orientées. On doit pouvoir débattre de comment on forme et de comment on manage et avoir notre mot à dire sur ces méthodes. Le procès de France Télécom, la stratégie de la direction de France Télécom sur les suicides, c'était de dire il y a des managers qui ont dysfonctionné, des managers dysfonctionnels. Mais c'est pas vrai du tout. C'est un système de management, le Wall Street Management, dont l'objectif était d'essorer les salariés et d'essorer les coûts partout. Donc ça, il faut pouvoir en débattre et pouvoir avoir des leviers d'intervention. Et puis, quand on dit prendre la responsabilité au sérieux, c'est aussi permettre aux salariés en responsabilité d'avoir les moyens de faire autrement. Parce que la stratégie des directions d'entreprise, c'est de faire des cadres des fusibles, en disant quand il y a des problèmes, comme à France Télécom, ah oui, il y a certains cadres qui ont dysfonctionné, ils sont allés trop loin, et puis comme ça on les sort, et puis la direction de l'entreprise, elle est tranquille. Mais ces salariés-là, ces cadres-là, est-ce qu'ils avaient la possibilité de faire autrement ? Non. Aujourd'hui, quand on est cadre dans une entreprise, on a fait une affiche, la CGT des cadres a fait une affiche qui fait un tabac. Le slogan, c'est « Cadre, un devoir de loyauté, la fermer ». C'est malheureusement très représentatif. Et notre autre slogan, c'est « Se soumettre ou se démettre ». Et donc, il faut les cadres qui ont la force de dire non, ça finit mal, ils finissent licenciés ou placardisés. Il faut, quand on est en responsabilité professionnelle, on peut finir au pénal pour l'exercice de ses responsabilités. Donc, il faut qu'on puisse dire non et dire je veux faire autrement et je vous propose de faire autrement parce que je suis cadre et donc je sais comment il faudrait organiser les choses différemment. Donc ça veut dire à tous les niveaux pouvoir retrouver des responsabilités, ne pas avoir des exécutants. En fait, tout le monde est exécutant des actionnaires et quand on cherche des responsables, il y en a jamais. Et donc faire en sorte qu'on puisse avoir des leviers pour intervenir sur le sens, la finalité du travail et sur les orientations stratégiques, c'est nous permettre de reprendre la main sur les innovations, la recherche, les orientations stratégiques des entreprises. Tu parlais à juste titre de l'intelligence artificielle, donc l'énorme transformation qui affecte le travail.
à la CGT, on a l'habitude de dire il n'y a pas de fatalisme en termes de progrès technologique. Le progrès technologique, il n'est pas neutre. La question, c'est comment on l'oriente. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le progrès technologique, il est orienté en fonction de ce qui intéresse le capital, les innovations qui sont développées. La 5G, pourquoi ça a été développé? Pas pour son intérêt social ou environnemental, mais parce que le capital a vu qu'il pouvait faire des profits dessus. Il faut que on puisse permettre, on n'a jamais eu autant de chercheurs et de chercheuses dans le monde, c'est génial pour répondre à tous les enjeux sociaux et environnementaux auxquels on est confronté. Il faut permettre que la recherche qui soit développée, c'est la recherche qui réponde à nos besoins sociaux et environnementaux. Et donc aujourd'hui, moi j'ai plein d'exemples où, en se battant comme des lions, on réussit à prendre le pouvoir et à inverser les choses. Je vais vous en citer. Par exemple, c'est à Thales. Donc Thales, c'est une grande entreprise de l'armement qui est dans une santé florissante malheureusement, et dans laquelle la CGT, avec les ingénieurs de Thales, a développé un projet d'imagerie médicale. Je trouve que c'est génial. Avec les technologies qui permettent de faire la guerre, eh bien, on peut produire de l'imagerie médicale de haut niveau, sur lequel, justement, on est obligé de tout importer des États-Unis, puisqu'on n'a plus de souveraineté. Ce projet, il est génial, il tient tout à fait la route, il n'est pas développé parce qu'on n'a pas accès au financement et qu'on n'est pas dans les instances stratégiques. Deuxième exemple, à Renault, donc ça tout le monde connaît évidemment, vous savez que Renault est quand même directement percuté par l'enjeu environnemental, il faut basculer du thermique à l'électrique, et ce que nous expliquent les grands constructeurs automobiles, c'est que on ne peut pas faire l'électrique à bas coût et produit en France. Donc les véhicules électriques sont forcément minimum à 30 000 euros pour les consommateurs, et 30 000 encore c'est pas cher, et puis en plus ils sont produits en Europe de l'Est ou du Sud. Eh bien, la CGT de la métallurgie a construit un projet de véhicules électriques à moins de 14 000 euros pour vous et nous, produit en France et à haute vertu environnementale, parce que c'est la 4L électrique, et c'est une bonne chose d'un point de vue environnemental, plus léger, avec des toutes petites batteries. Et bien, ce véhicule électrique, on est en train de se battre pour réussir à le développer, mais c'est très dur parce qu'on n'a pas accès au financement. Donc reprendre le pouvoir sur le financement, c'est central pour pouvoir développer les bonnes innovations. Et puis je vais vous faire un teasing sur un projet qui va bientôt exister, donc je vous l'annonce en avant-première. La CGT, dans une entreprise qui fabrique des protections périodiques, où comme les femmes ne savent pas ce qu'il y a dans les tampons, bah, on en achète de moins en moins, et donc là ils sont en grande difficulté économique avec des menaces sur l'emploi, et bah, la CGT de cette entreprise est en train de monter un projet de culottes menstruelles pour qu'il puisse y avoir des culottes menstruelles produites en France et qui permettent en plus de répondre à l'enjeu environnemental avec du travail en France. Donc c'est tout ce type d'exemples, j'en ai plein, je pourrais continuer très longtemps, mais en fait ces exemples-là, il faudrait qu'on puisse les généraliser, et pour ça il nous faut des droits stratégiques à la reprise d'entreprise, il faut réformer les tribunaux de commerce, il faut qu'on puisse avoir accès au financement et qu'on puisse comme ça prendre le pouvoir sur l'économie, comme on l'avait prévu en 45, et on l'avait pas prévu pour rien, on l'avait prévu parce que le patronat avait trahi et nous avait emmenés dans le mur. Aujourd'hui, on est dans la même situation. Les classes dominantes, le capital, nous a envoyés dans le mur environnemental et social. On voit la catastrophe aujourd'hui. Faut plus leur laisser la main sur la direction de l'économie. C'est à nous de prendre la main et de nous organiser pour faire en sorte que notre travail y serve au progrès social et environnemental. C'est quand même honteux qu'aujourd'hui les jeunes diplômés des plus grandes écoles en soient contraints à devenir maraîchers bio, par exemple, parce qu'ils ne s'y retrouvent plus sur le sens de leur travail pour aller travailler dans les grandes entreprises pour lesquelles, normalement, ils étaient formés. On ne peut pas se permettre de perdre des qualifications de ce niveau-là, alors qu'on a des enjeux colossaux que l'humanité n'a jamais connus en termes de transformation environnementale. Donc, on ne peut plus accepter que le patronat ait le plein pouvoir sur le sens et la finalité de notre travail et qu'on soit contraint à choisir entre se soumettre ou se démettre. Prenons ensemble la main. Et oui, effectivement, syndiquons-nous, c'est le premier moyen. Quand on se syndique, ça change la donne immédiatement. Avant de venir, j'étais au Prince de Galles. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle qui connaissent le Prince de Galles, parce que c'est pas un endroit qu'on fréquente quand on est dans cette salle. Donc, bah écoute, ok, allons-y. Donc le Prince de Galles, c'est un grand hôtel de luxe à Paris où le prix de la chambre varie entre 1 000 euros et 20 000 euros la nuit. Donc je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut se payer une chambre d'hôtel à 1 000 euros. Voilà, qu'il ou elle lève la main. Mais donc le Prince de Galles, c'est un grand hôtel à Paris où maintenant il y a au moins 80% de taux de syndicalisation. Tout le monde est syndiqué en fait à tous les postes. On est tous et toutes syndiqués à la CGT. Et ça a permis de changer la donne radicalement. Et donc les salaires
salariés me l'ont raconté, les femmes de chambre, elles m'ont dit que depuis qu'elles s'étaient organisées à la CGT, le nombre de chambres à faire par jour, auparavant elles étaient obligées de faire 21 chambres par jour, maintenant c'est 15, donc ça veut dire une baisse d'un tiers, ça change complètement les mal de dos, la façon de bien faire son travail, etc., etc. Et ce qu'ils et elles m'ont tous et toutes dit, c'est le changement le plus radical, c'est que maintenant on lève la tête, on ne laisse plus rien passer, dès qu'il y a un problème, on s'organise ensemble et on lève la tête, on se fait respecter par les patrons. Et s'il y a un point essentiel à retenir dans le syndicalisme, c'est ça, c'est que, en fait, parfois c'est un peu déprimant de regarder les actualités parce qu'on se dit le monde va tellement mal, comment on va faire ? C'est vrai que c'est hyper dur, mais ce qui rend optimiste, c'est qu'en fait, il n'en faut pas beaucoup pour changer la donne sur notre quotidien et sur notre travail. Si dans votre collectif de travail, vous vous mettez d'accord avec tous vos collègues pour vous syndiquer, très vite, ça change la donne, on reprend la main et sur plein de petites choses du quotidien, on peut enfin se faire respecter et c'est quand même le point essentiel dans nos vies, c'est la dignité et le respect parce qu'on le vaut bien. Merci beaucoup. Alors, je sacrifie ma dernière question parce qu'on est un petit peu pris par le temps et qu'il faut quand même aussi vous donner la parole. Et donc, une première, ça tombe bien, elle n'est pas si éloignée de ça que la mienne. Comment jugez-vous le mouvement des agriculteurs et comment concilier transition écologique et amélioration concrète des conditions de travail ? C'est de la triche, c'est la question qui était prévue. il y a eu triche dans la salle. Je pose la vraie question ? Ok. Donc, comment jugez-vous le mouvement des agriculteurs ? Comment concilier transition écologique et amélioration concrète des conditions de travail ? Ensuite, il y aura donc que pensez-vous de la proposition d'Attal de tester la semaine en 4 jours ? Que pensez-vous de la semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail ? Et si vous en voulez directement une troisième. Mesdames, Messieurs, merci pour votre intervention très éclairante. Quelle responsabilité, entre parenthèses, à quel degré, de l'Union européenne dans le cadre du mal-travail en France ? Donc sur la première question, merci pour la question, qui est hyper importante dans ce qu'on vit aujourd'hui. La CGT sur le mouvement des agriculteurs et agricultrices, on a pris position il y a une dizaine de jours en appelant nos militants et nos militantes à aller sur les barrages pour échanger avec les agriculteurs et agricultrices pour dire c'est pas possible que dans le même temps les prix de l'alimentation explosent et que toutes et tous nos salaires ne suivent pas et qu'il y ait maintenant un tiers des Françaises et des Français qui disent ne plus pouvoir manger 3 repas par jour, c'est un chiffre hallucinant quand même, et que dans le même temps les agriculteurs ne puissent plus vivre de leur travail. Il y a quand même un problème. Et le problème c'est quoi ? C'est entre les agriculteurs et les consommateurs, il y a un truc, ça s'appelle le capital. C'est l'agro-industrie, la grande distribution qui fait des marges records qui n'ont jamais atteint ce niveau, et ce depuis le grand mouvement de dérégulation de l'agriculture qui s'est organisé à partir des années 90 avec une dérégulation de tous les cadres qui garantissaient aux agriculteurs un prix minimum, etc. Entre parenthèses, l'Europe, c'est le seul continent du monde dans lequel l'agriculture est dérégulée. Aux États-Unis, les prix sont régulés et les agriculteurs n'ont pas ces problèmes. Donc le problème de fond qui était porté par les agriculteurs et agricultrices, c'était ça, donc très subversif. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Au final, il y a un accord entre le gouvernement et la direction de la FNSEA, donc le syndicat majoritaire, dont le président n'est pas un paysan, c'est un grand patron. Il est à la tête d'une entreprise dont le chiffre d'affaires est de 6 milliards d'euros et qui lui-même ne respecte pas la loi Egalim qui garantissait quelques petites garanties pour les agriculteurs. Et donc il y a eu un deal sur le dos des paysans et des paysannes pour faire, ça s'appelle un hors-sujet, au lieu de répondre sur la question centrale qui était posée sur le revenu des agriculteurs, et donc d'imposer aux industriels d'avoir un prix minimum dans les négociations, eh bien la réponse c'est la remise en cause des normes environnementales, ce qui est un recul pour tout le monde, et d'abord pour les agriculteurs qui sont très pénalisés. Et donc derrière, en fait, avec ce mouvement des agriculteurs, on a encore une fois l'illustration
de l'impasse des contradictions entre le social et l'environnemental. C'est la 3e fois que ça se produit à grande échelle. Avant, il y avait les gilets jaunes, et avant, il y a eu les bonnets rouges, qui étaient partis sur un peu le même idée, puisque les bonnets rouges, si vous vous souvenez, c'était le refus de l'écotaxe sur les routes et les marchandises. Et donc, ce que vivent les agriculteurs sur les questions environnementales, nous, on le vit aussi dans l'industrie. Nous, les ouvriers de l'automobile, par exemple, ils nous disent... Au nom de l'environnement, on est en train d'organiser un plan social massif où les constructeurs en profitent pour amplifier les délocalisations. On nous dit le véhicule thermique c'est fini, sauf qu'au final, en France, on ne produit pas plus d'électrique et on délocalise les choses. Et donc, pour éviter, par exemple, nous, que les ouvriers de l'automobile disent le problème c'est les normes environnementales et il ne faut pas avoir des véhicules moins polluants, parce que évidemment qu'il faut changer la motorisation des véhicules. Bon, après, il faut aussi avoir un débat sur l'électrique, mais j'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut répondre à la question sociale. Et donc, nous, pour les salariés, ce qu'on revendique, c'est une sécurité sociale professionnelle et on peut rajouter et environnementale. Et donc, c'est ça qui permettrait, pour les ouvriers de l'automobile, par exemple, de dire votre entreprise, il faut la transformer. Mais on maintient votre contrat de travail, on maintient toutes vos garanties collectives. Pendant qu'on transforme l'entreprise, on vous forme. Et quand on a fini et la transformation de l'entreprise et la formation, vous revenez avec un nouveau travail. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ça qui se passe. En 5 ans, on a supprimé 50 000 emplois dans l'automobile. Et dans les 5 prochaines années, si on fait rien, il y a encore 50 000 emplois dans l'automobile qui vont être supprimés en silence au nom, justement, de la transformation environnementale. Et donc, je vais finir là-dessus. Cette question de la contradiction entre le social et l'environnemental, pourquoi elle est centrale ? Parce que c'est là-dessus que l'extrême droite prospère, et c'est là-dessus un des points sur lesquels l'extrême droite prend le pouvoir au plan mondial. C'est parce que les élites politiques, la classe dominante, n'a pas le courage d'affronter le capital sur les questions environnementale, et donc du coup la transition environnementale, c'est nous qui la payons et c'est nous qui en assumons le prix avec des suppressions d'emplois, on va nous culpabiliser, on va mettre des ZFE, etc., etc. Par contre, le kérosène n'est toujours pas taxé, tout va bien. Et du coup, c'est à cause de ça que l'extrême droite peut prospérer avec un discours climato-sceptique et avec une forme de bon sens, de soi-disant bon sens sur il faut arrêter d'emmerder les gens, d'avoir une écologie punitive, etc. Mais tout ça c'est très grave. Évidemment, il y a besoin d'avoir une transformation environnementale. Mais si on porte la question environnementale sans porter la question sociale et sans affronter le capital, c'est une catastrophe. Pourquoi en Allemagne l'extrême droite progresse très fortement et de façon extrêmement inquiétante, parce qu'il y a un gouvernement avec une alliance entre les Verts et les libéraux, donc avec quelques mesures environnementales intéressantes, mais l'austérité budgétaire est rien pour le monde du travail. Et donc là, c'est la catastrophe. Ce qu'il faut, c'est lier le social et l'environnemental pour répondre aux deux enjeux au même niveau, sinon on ouvre un boulevard à l'extrême droite, et ça va être ça le sujet des élections européennes. C'est pour ça que la CGT, on organise des grands états généraux sur... transformer l'industrie d'un point de vue environnemental, c'est possible, ça sera fin mai, et on va interpeller tous les candidats aux élections européennes à cette occasion-là, parce que pour nous, la question centrale des élections européennes, ça va être ça. Et je m'arrête là, je réponds pas aux autres questions pour pas prendre le temps de parole des autres. Merci. Encore un jeu de questions ? Attends, du coup, il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Quoi choisir ? À quand une union syndicat politique pour une campagne de masse sur le travail est mieux ? Et encore une dernière ? Sur les 4 jours. Comment remettre la démocratie au sein des entreprises ? Des questions très, très courtes. Dit quoi, la dernière, c'est quoi ? Comment remettre la démocratie au sein des entreprises en 2-3 minutes Ouais. Je vais du coup aller sur les 4 jours d'abord pour nous sur la semaine de 4 jours à la CFDT. La problématique elle est bonne, c'est-à-dire la question de l'aménagement et de l'articulation des temps. Par contre, la réponse posée en termes de semaine de 4 jours, pour nous c'est pas une réponse satisfaisante et c'est une réponse qui peut même être dangereuse si on la travaille pas au plus près, là aussi, des lieux de travail. Dangereuse, pourquoi ? Parce que si on reste... Alors, si on descend 4 jours en 32 heures, pourquoi pas, mais c'est quand même pas l'idée générale qui se diffuse. Hein ?
Oui, mais sinon c'est en 4 jours. La semaine en 4 jours, c'est une semaine qui a beaucoup de risques en termes d'intensification du travail, d'amplitude d'horaire qui sont compliquées à gérer pour les salariés qui font de plus en plus de temps de transport pour aller travailler. Et donc, comme globalement la semaine en 4 jours, c'est pas quelque chose qui c'est quelque chose qui se discute, qui se négocie pas, sur lequel on n'est pas forcément en accord. On est plutôt, nous, sur le compte épargne universel qui permet d'adapter le travail et d'aménager l'articulation des temps tout au long de la vie. La semaine de 4 jours, 32 heures, là par contre, évidemment, si ça se met en place dans les entreprises, ok, mais c'est pas forcément le temps d'aujourd'hui. Je voulais juste revenir aussi sur la transition écologique, parce qu'il y a quand même la loi résilience, climat et résilience qui a été votée l'année dernière et qui permet quand même dans les entreprises, et notamment par le biais des CSE, d'avoir un vrai dialogue social sur la question des transitions énergétiques et sur l'impact que ça peut avoir sur le travail, mais aussi sur les questions d'emploi, sur les questions d'évolution de métier, du coup sur les questions de formation, et qui nous semble être quelque chose d'important à prendre en compte pour favoriser et développer, pour accompagner cette transition, puisque l'accompagnement de la transition énergétique, pour qu'elle soit acceptable, il faut qu'elle soit juste. Et du coup, cette loi climat et résilience nous semble intéressante là-dessus et donne des opportunités dans les entreprises. Nous, sur les questions de transition énergétique, justement pour cette question d'acceptabilité sociale de la transition qui a des impacts évidemment forts sur la vie des citoyens, mais c'est quelque chose on est dans un mur si on ne fait rien. On a aussi mis en mouvement avec certaines associations, avec le Pacte du pouvoir de vivre, qui est un regroupement d'organisations et de voilà, Fondation Abbé Pierre, les mutualités, le Secours catholique, avec lesquels on travaille, chacun avec nos regards, justement pour porter la parole des questions sociales et des questions sociétales pour avoir une transition écologique qui soit juste. Voilà. Et puis tu avais une autre question sur l'entreprise. Sur le lien avec le politique. À quand une grande alliance et pas pour demain, parce que moi je pense que c'est important qu'on travaille ensemble. À la CFDT, on est très attaché à notre indépendance à l'égard du politique, dans la mesure où, j'ai envie de dire, chacun a sa place, et chacun son rôle et chacun ses responsabilités. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas amené à travailler ensemble. Ce qu'on fait ce soir est un élément intéressant du travail qui peut être construit, mais on n'a pas les mêmes responsabilités, et pour nous c'est important, encore plus aujourd'hui, je le redis, d'avoir d'être assez étanche et d'avoir, dans une phase où tout se fissure, dans un moment où la société a tendance à se fissurer, avoir des remparts, et les remparts, ça se construit aussi avec des cohérences et des cohésions. Et pour nous, c'est important de mener notre chemin de syndicaliste, de discuter, de négocier avec les employeurs qu'on a en face de nous, les gouvernements, hormis l'extrême droite qu'on a en face de nous, de confronter avec les partis politiques nos idées, mais ça s'arrête là sur l'union sacrée. Merci beaucoup. Alors peut-être un dernier mot de la fin pour chacun. Désolé d'avance à toutes celles et ceux qui avaient posé une question et qui n'auront pas eu de réponse tout de suite. Vous la trouverez peut-être dans le livre ou bien autour d'un verre avec nous après. Donc Sophie Binet, vous commencez ? Je vais en profiter pour répondre à les questions. Sur les 4 jours en 32 heures, oui, 1000 fois oui, c'est un objectif et une nécessité pour 2 raisons. D'abord parce qu'il faut mettre le progrès technologique au service du progrès social et environnemental. Aujourd'hui, on a des progrès technologiques majeurs qui permettent de faire des gains de productivité. S'il n'y a pas de réduction du temps de travail associé, ça veut dire que ce progrès technologique est capté par le capital et ne nous profite pas à toutes et tous. Le mouvement pour la réduction du temps de travail, c'est un mouvement historique qui ne s'est pas fait seul, qui s'est fait sur les luttes sociales, où c'est grâce aux luttes et au syndicalisme qu'on a réussi, et donc c'est le 1er mai a été lancé, c'était la revendication sur la journée de 8 heures par exemple, qu'on a réussi progressivement à réduire le temps de travail. Donc c'est le sens de l'histoire, c'est ça. Si on n'a pas de réduction du temps de travail collective organisée par la loi sans réduction de salaire, on a une autre réduction du temps de travail.
Et ça s'appelle le chômage de masse. Et c'est une réduction du temps de travail imposée par le patronat et que nous payons, nous, à travers une baisse de revenus. Donc, il faut une réduction du temps de travail collectif avec les 32 heures en 4 jours. Et sur la question front commun ou pas, je partage ce que dit Isabelle sur le fait qu'il y a des rôles différents. Quand on est une organisation syndicale, on n'a pas le même rôle qu'une organisation politique et c'est important de le rappeler avec un principe d'indépendance qui est très important parce que c'est ça qui fait que la lutte des travailleurs et des travailleuses, elle peut pas être instrumentalisée pour autre chose. C'est ça qui fait que quel que soit le gouvernement, la CGT ne dira jamais on fait pas grève pour pas déranger le gouvernement. Non, si les travailleurs ont des motifs légitimes de faire grève, on organisera la grève. Et c'est ça qui fait aussi que on instrumentalisera jamais une lutte pour amener un tel au pouvoir ou pour dans un objectif voilà. Donc ça c'est central, c'est très important et c'est ça qui permet aussi quand la gauche est au pouvoir d'avoir un contre-pouvoir qui permet d'affronter les forces de l'argent parce que s'il n'y a pas de force syndicale indépendante fort avec un rapport de force sociale fort, les grandes avancées, elles sont liées à cette conjonction entre l'accès au pouvoir et un rapport de force dans la société. 36, 1945 notamment, et 68, c'est des moments où il y a des taux de syndicalisation records et où derrière, le politique est obligé de reprendre les revendications du monde du travail. Donc on a des rôles différents. Nous, dans notre périmètre, on fait et on se bat, c'est identitaire pour la CGT, la question de l'unité syndicale. Et depuis la mobilisation contre la réforme des retraites, c'est un grand acquis qui continue et sur lequel on continue à travailler main dans la main, malgré le fait qu'on ait plein de débats sur plein de choses. Et c'est aussi sain d'ailleurs qu'on soit pas d'accord sur tout, parce que c'est ça qui permet que la diversité du monde du travail, elle soit reconnue. Donc nous, on fait l'unité et par contre, évidemment qu'on a besoin de travailler avec les forces politiques d'une façon générale, mais aussi, je le dis, avec les forces politiques de gauche et de transformation sociale, parce que y a besoin d'avoir un débouché politique à nos luttes sociales. En 2010, Sarkozy passe en force sur sa réforme des retraites contre une mobilisation massive, mais derrière, il se prend une raclée dans les urnes. Et après, il y a la grande trahison qu'on connaît avec mon ennemi, c'est la finance. En quelques mois, ça a complètement fondu. Donc le problème, il est là. Mais en attendant, évidemment qu'il y a besoin d'avoir un débouché politique à nos luttes sociales parce qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes sans avoir de gouvernement au service des travailleurs et des travailleuses. Et puis pour lutter contre l'extrême droite, il faut aussi qu'il y ait des alternatives. L'extrême droite, elle prospère évidemment sur les cendres laissée derrière elle par le néolibéralisme, mais elle prospère aussi sur le fait que quand la gauche et la droite font pareil quand ils sont au pouvoir, bah forcément la seule alternative qui apparaît crédible, c'est l'extrême droite. Donc il faut avoir des alternatives progressistes pour montrer et pour démontrer que l'extrême droite c'est une imposture sociale parce que c'est pas comme ça qu'on défend au contraire, ils agissent contre l'intérêt des travailleurs et des travailleuses parce que ça organise la mise en opposition du monde du travail pour faire diversion du capital et laisser le capital tranquille. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je vais finir là-dessus, le grand danger. Pourquoi est-ce que l'extrême droite est en train de prendre le pouvoir dans de plus en plus de pays du monde où est aux portes du pouvoir? Parce qu'il y a une alliance entre la droite et l'extrême droite qui est en train de s'organiser. Et c'est ce qu'on a vu avec l'adoption de la loi immigration. C'est pour ça que c'est très 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 grave ce qu'a fait Emmanuel Macron d'écrire cette loi sous la dictée du Rassemblement national. C'est qu'en France, les dernières digues ont sauté et cette alliance s'est organisée en France alors que jusque-là, on était protégés de ça. Cette alliance, elle s'est pas faite toute seule. Elle s'est faite sous l'égide d'une partie du capital. En France, son nom, c'est Vincent Bolloré, un milliardaire français qui essaye de prendre le pouvoir sur des médias pour organiser sa bataille culturelle. Et lui, son objectif, c'est d'organiser cette alliance pour amener l'extrême droite au pouvoir et pour permettre au capital d'être tranquille pour dérouler ses réformes, puisque maintenant, il y a une lucidité nouvelle sur les impasses du néolibéralisme. Et donc, maintenant, pour le capital et le néolibéralisme, la démocratie est un problème, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas d'accord. On l'a vu dans la mobilisation contre les retraites, on était tous en désaccord. Et la démocratie est devenue un problème, c'est pour ça qu'ils l'ont imposée en force. Et donc, c'est pour ça qu'ils organisent une alliance maintenant avec l'extrême droite, pour pouvoir continuer à dérouler leur politique économique violente, parce que sinon ça ne passe pas du tout dans aucun pays. Donc on a besoin d'une alternative politique pour faire face à ça. Du coup, pour conclure, en vous remerciant encore, les vertus du travail, pour nous, c'est l'émancipation des travailleurs.
c'est le développement des relations sociales et c'est le développement des compétences. Et bien vivre de son travail, comme on n'est pas saucissonné quand on travaille, c'est aussi bien vivre dans son territoire et on l'a vraiment dit les uns les autres, on a là un vrai enjeu de société à faire en sorte que le travail prenne sa place, mais que le bien vivre son travail permette de bien vivre dans son territoire. Et du coup, je pense qu'on a aujourd'hui, et en tout cas moi je suis déterminée à saisir les opportunités qu'on a aujourd'hui devant nous. La première opportunité, c'est que les salariés depuis ont fortement relevé la tête et ont exprimé de l'envie d'agir et de l'envie de s'organiser pour agir. Et que du coup, ça nous oblige à continuer et à réussir ces organisations de salariés. Deuxième opportunité, c'est qu'avec l'année dernière, on n'en a pas parlé du tout, mais il y a eu quand même les assises du travail qui ont permis de mettre sur la place publique un diagnostic et de le partager et de tirer un certain nombre de préconisations sur les sujets d'ailleurs qu'on a beaucoup évoqués cet après-midi. Et la troisième grosse opportunité, me semble-t-il, c'est cette négo qui est en cours, cette négociation, où on doit aborder où on va aborder les questions notamment de reconversion, de parcours professionnel, d'usure professionnelle, et dans lesquelles la question du travail et de l'organisation du travail a forcément toute sa place. Et du coup, ces opportunités-là, il faut qu'on les saisisse parce que l'expression des salariés sur leur volonté d'agir et d'agir ensemble, on n'a pas le droit de louper cette étape-là. On se doit de réussir ça. On se doit de faire vivre la démocratie sociale, de l'articuler correctement avec la démocratie politique. Et ça me semble complètement essentiel parce que c'est aussi comme ça qu'on retrouvera j'ai envie de dire de la sérénité, de l'apaisement, qu'on arrivera aussi à mettre un certain nombre de nuances et que on arrivera à redonner à chacun du pouvoir d'agir. Monsieur Lecrin, vous avez la parole. Merci. D'abord dire pourquoi je me suis intéressé à nouveau au mal-travail, c'est parce que je pense que c'est l'un des biais qui fait que la fierté dans le cœur des hommes et des femmes peut se transformer en honte et ronge les âmes quelque part. Et que pour moi donc il y a une nécessité d'avoir quelque chose qui est de l'ordre, aussi de l'ordre spirituel dans la fierté du travail, dans le cœur à l'ouvrage, dans le découragement qui peut remplacer le cœur à l'ouvrage. J'entendais, Sophie, quand tu disais, finalement, il y a peu de lieux où on parle du travail et il y a encore moins de lieux où on voit le travail. Je le dis en tant que réalisateur, ou même en tant que reporter avant, toute la difficulté à accéder à un lieu de travail, à filmer les corps au travail, à montrer le travail. Dans ma vision, moi je suis pour des photographes publics par exemple, et des photographes publics qui viendraient prendre pendant une journée, aller photographier une infirmière à l'hôpital pendant sa journée de travail, et qu'elle puisse ramener ça à ses enfants. Qu'elle puisse ramener ça à sa famille comme une fierté de « c'est ce que je fais, voilà où je travaille ». Parce que sinon, le travail est comme un espèce de trou noir qui fait qu'on a des tas de photos de vacances au Mont-Saint-Michel, mais ce temps passé au travail n'existe pas. Mais ça, c'est parce que les patrons refusent l'accès aux entreprises aux journalistes et que le seul moyen de le voir, c'est des images corporate organisées par les directions de la com. Ah mais j'en suis tout à fait conscient pour m'y heurter constamment, et même en tant que député, maintenant, j'ai parfois même plus le droit d'accéder au lieu au local syndical. Donc bon, voilà, là, et donc, ne serait-ce que reprendre pied, pouvoir... alors il y avait la loi secret des affaires par exemple qui interdisait à peu près tout en fait en termes d'informations sur l'entreprise. Bon, moi j'avais proposé des contre-amendements qui disaient au contraire, permettons aux journalistes d'entrer, permettons aux ONG d'entrer, permettons à L214 non pas de mettre des petites caméras dans un coin de l'abattoir, mais au fond de venir à l'intérieur de l'entreprise, de constater, d'être là pour ouvrir l'entreprise et que ça soit pas un lieu renfermé. Et donc je pense qu'il y a un grand sujet sur l'image de reconquérir cette fierté au travail par aussi l'image du témoignage, de l'expression exprimée, ça veut dire pousser dehors. Et je pense qu'il y a plein de choses sur le travail qui réclament pour les gens d'être poussés dehors parce que pour l'instant, elles pourrissent à l'intérieur à la place. Pourquoi le travail ? Parce que, alors j'ai eu des réflexions qui me disaient... le thème de la fin du travail, enfin moi j'avais 25 ans, j'entendais ça, c'était une horreur, et là quand je sors un bouquin sur le travail, il y a des gens qui me disent mais bon, qu'est-ce que tu as avec le travail ? C'est fini le travail, on n'a plus besoin du travail. Non, enfin, je bois un verre d'eau, c'est du travail dans le gobelet qui est fabriqué, dans l'eau si elle est purifiée, tout ça est du travail en fin de compte. La société, c'est du travail mis ensemble. Et
je veux qu'on porte ça, moi, c'est se faire ensemble, pas seulement vivre ensemble côte à côte, mais faire ensemble. Et là, ça pose la question, au fond, du défi climatique. Parce que le défi climatique, c'est du travail. Si on veut rénover 5 millions de passoires thermiques, c'est du travail. Si on veut remettre les rails et les marchandises sur les rails, c'est du travail. Si on veut un atelier de réparation par quartier ou par canton, c'est du travail. Et tout ça, tout ce travail-là, il nécessite d'être organisé. Ça ne sera pas le marché. Déjà, le marché, il ne parvient pas à remplir nos besoins présents. Il arrivera encore moins à organiser nos besoins à venir. Et en fait, qui sont déjà des besoins présents. Et je le dis parce que la question, pour moi, la question centrale aujourd'hui est la question de la place du marché. Qu'est-ce qu'on sort du marché? Où est-ce qu'on régule le marché? Comment on encadre et on entrave le marché? Cet après-midi, je rencontrais des agriculteurs bio, place d'Hippolyte-Bourbon, à côté de l'Assemblée nationale. Le bio, les gens, ils se serrent la ceinture, ils achètent moins de bio. Donc le marché fait qu'il y a 100 000 tonnes de céréales bio, là, aujourd'hui, qui sont inutilisées, qui vont être transformées en conventionnelles. Vu que du coup, il y a des agriculteurs bio qui décident de sortir du bio pour revenir dans le normal, qui ne devrait pas être le normal, mais pour revenir là-dedans. Et la question là, c'est comment on ajoute un mécanisme qui fait que ce n'est pas le marché qui décide, mais il y a l'État régulateur qui vient acheter toutes les productions bio et les fournir aux cantines, les fournir aux collectivités, les fournir au Restos du Cœur, les fournir au Secours populaire, et ainsi de suite. Mais c'est ce qu'avait fait l'Europe de la PAC pendant des décennies. Elle achetait les productions qui étaient en surplus. Là, pourquoi? Je le dis pour les agriculteurs en bio, et je le dis pour les autres, et je le dis pour tous les salariés du pays. Je suis convaincu que la demande, il y a une demande de stabilité, il y a une demande de sécurité. Quand on a un marché qui fluctue en permanence, qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir demain, ça installe de l'inquiétude dans le cœur des gens, et je pense que c'est évidemment un moteur du vote Rassemblement national. Et que affronter ce choc climatique réclame du travail organisé. J'aurais plein de choses à raconter, et donc en fait ça pose la question, que veut-on produire? Où veut-on le produire? Que ne veut-on plus produire? Comment veut-on le produire? Et aujourd'hui, ces grandes questions-là, qui sont les questions décisives, elles sont laissées entre les mains à 100% du capital. Il s'agit qu'on se réapproprie ces questions-là. Et dire que, parfois dans la difficulté, mais quand il y a la fermeture de Goodyear, ça induit beaucoup de discussions avec la CGT sur le pneumatique, ainsi de suite. Je raconte juste cette anecdote, mais CGT qui était quand même bien productiviste chez Goodyear, voilà. Et au fur et à mesure de la lutte, les esprits, ils évoluent. Ça donne quoi? Ça donne que, à un moment, je ponds un tract pour dire, voilà, finalement, il y a besoin de moins de temps de travail pour produire des pneus, c'est une bonne nouvelle. Il y a plus de pneus qui sont réchappés, c'est-à-dire recyclés, c'est une deuxième bonne nouvelle. Et le capital de ces deux bonnes nouvelles, il en fait une mauvaise nouvelle en décidant de délocaliser en Pologne. Mais, donc je ponds un tract qui est finalement anti-productiviste, qui est finalement, est-ce qu'il y a besoin d'aller produire des pneus la nuit? On sait que c'est des taux de cancer supplémentaires et tout ça. J'amène mon tract en ayant des grosses inquiétudes sur comment les syndicats vont recevoir la CGT, comment elle va recevoir ça, comment les ouvriers vont recevoir ça. Et ils le lisent, et c'est eux qui vont le photocopier pour le distribuer eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a des chemins évidents pour rassembler sur le fait que du progrès technologique peut conduire à du progrès humain, et qu'il y a un chemin pour rassembler écologie et social. Je vous remercie à nouveau toutes les deux. Je vous remercie les organisateurs, je vous remercie la Maison des Métallos, mais je vous remercie toutes les deux d'avoir permis d'amorcer ce dialogue ce soir, que c'est un dialogue qui évidemment doit se poursuivre sur la durée, sur le travail, le mal-travail et le reste, chacun à sa place, d'accord? Mais je vous remercie d'avoir pris le temps aussi dans des vies qui, on le sait, sont compliquées de nouer ce dialogue-là, et avec comme enjeu pour nous tous, si on se met tous ensemble, qu'à la fin c'est nous qu'on va gagner. Voilà. Merci à vous.